Eh bien bonsoir mes très chers enchanteurs, nous sommes ensemble, il est 21h pour les murmures de l'étrange. Et ce soir je ne suis pas toute seule, non. J'ai en ma compagnie Steph de Nat. Coucou Steph. Bonjour. Ça va bien mon petit Steph? Ça va, en forme, en forme. En forme pour une nouvelle émission des mystères, les murmures de l'étrange, pas les mystères de l'étrange, les murmures de l'étrange. Les murmures de l'étrange. Oui, les murmures. Et on n'est pas tout seul Steph, et non parce qu'on a un invité ce soir, et c'est Midnight Omen. Coucou Midnight. Coucou, bonsoir à tous. Ah que c'est merveilleux, c'est du Bonsoir, bonheur. Midnight. Et oui. Bonsoir. Tu es notre invité phare ce soir, mon très cher Midnight. Et oui, je change de casquette. C'est ça, tu changes d'émission, tu changes de casquette. Tu es l'invité phare. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui ne reconnaissent pas Midnight, en tout cas sa voix, eh bien, il fait partie de la team de Speak and Spell. Vous savez, chaque 4e samedi du mois, on les retrouve pour papoter avec toute la team, avec Antinou, Sekaya. Voilà, vous êtes du monde pour cette émission notamment. Et oui. Et c'est toujours passionnant. Ah, ça c'est gentil. On essaye de l'être. Ah oui, mais je peux vous dire, je peux te le dire, je le dis officiellement, c'est l'émission phare de la radio. Voilà, Speak and Spell. Oh. Et oui, c'est que du bonheur à chaque fois. Mais oui. ce soir, on est donc dans les murmures de l'étrange. Et c'est la dernière fois que l'on fait cette émission en live le samedi soir. Parce qu'à partir du mois de janvier, eh bien, on change d'horaire. Donc, retenez bien les amis. De toute façon, je vous enverrai des mails pour vous donner les informations. Mais à partir du 1er janvier, en fait, 2025, on passe le vendredi soir et plus le samedi soir. Voilà, c'est dit. Et avant qu'on commence, on fait de gros bisous à tous les enchanteurs qui sont sur le chat. Il y a du monde, il y a Ekaya qui est là. Coucou Ekaya. Ah, salut Ekaya et salut à tous qui nous écoutaient. Et oui, il y a Mimi, il y a Robert, il y a Sofiane, il y a Sylvain qui est là. Et puis même Steph aussi sur le chat, Steph. Oui, c'est vrai. Alors ce soir, mon très cher Midnight, on va ouvrir les portes de ton univers. Et toi, oui. ton univers est en lien avec un livre que tu as sorti l'année dernière. Tout à fait, enfin cette année, oui, tout à fait, en début d'année, mais oui, ça commence à faire bientôt 1 an. Oui. Ça fera 1 an l'année prochaine. En février, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et donc ce livre parle de spiritisme et de cartomancie. C'est ça. Voilà, deux parts importantes de mon univers et du coup que j'ai réunies dans ma pratique et puis dans ce livre, tout à fait. D'accord, donc une pratique multiple reliée à ces deux types d'univers. Donc tu vas pouvoir nous en parler tout au long de la soirée. Et aux alentours de 22h30, eh bien, on ouvrira les portes autour des Chroniques de l'étrange avec Steph de Nat. N'est-ce pas Steph ? Voilà. Tu nous as concocté quoi pour ce soir ? Ah, ben je vais vous parler de certaines choses concernant les moutons noirs. Oh. Et on va extrapoler vers quoi ça, vers en fait quelque chose que tout le monde connaît. Et donc je garde la surprise pour tout à l'heure, sinon après il n'y aura plus de surprise. Eh oui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne Midnight en fait. 1h30 sur le sujet d'un invité et la dernière demi-heure c'est les Chroniques de l'étrange avec Steph. Voilà. Ah super. Donc ça fait un petit mix. Et puis l'invité peut participer s'il a des choses à dire. La dernière fois, alors, j'ai essayé de faire un lien puisqu'on parlait du langage animalier, etc. Et puis, avec Vinciane, tout à fait. Voilà. Et notre ami Vinciane a participé aussi par rapport à ce que je disais. Avec plaisir. Des fois, on fait des recoupements, des choses auxquelles on pense, etc. Bien sûr. Voilà. Et il peut y aussi avoir des corrélations avec le sujet de l'invité aussi. Voilà, j'essaye au maximum. Ouais. Alors, on va ouvrir les portes, comme je vous l'ai dit, tout de suite maintenant, autour de l'univers de Midnight. Alors déjà, qui est Midnight ? Tu peux un petit peu nous expliquer ton parcours, savoir qui tu es, comment tu as commencé ce milieu ? Eh bien, déjà, moi, ça fait très très longtemps que je suis dans l'ésotérisme maintenant. Ça m'a toujours passionné pendant toute mon enfance. Et puis, j'ai eu un peu cette période, on l'a eu tous, de rébellion, où on oublie un peu ces choses-là et on se met dans des choses un peu plus sérieuses. Et j'ai eu un retour à la spiritualité vers, je dirais, 14-15 ans, et où j'ai beaucoup fait de recherches. Et ce qui m'a amené sur le chemin d'aujourd'hui, c'est vraiment les cartes, où je suis tombé sur pas mal de choses sur le tarot. À l'époque, il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui.
Mais quand même, on commençait à avoir tous les forums. Moi, j'ai pas mal exploré ça. Et de fil en aiguille, j'ai testé plein de choses. J'ai exploré pas mal de voies, que ce soit magiques, religieuses, et finalement, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est tout ce qui est lié au catholicisme et à la magie, surtout chrétienne, la magie catholique, le houdou, ce genre de pratique, et c'est ce que je garde aujourd'hui. Et quand même, j'avais cet intérêt, cet attrait pour le spiritisme et le contact avec l'au-delà. Ça a toujours été en filigrane dans ma pratique. Et c'est vrai que j'ai réussi à intégrer les deux. Ce que je n'aurais pas pensé à une époque, mais c'est le cas aujourd'hui. La première expérience que tu as pu avoir dans ce milieu-là, qui a un petit peu transcendé ton cœur, notamment relié entre le spiritisme et la cartomancie, ça s'est passé comment? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que ça s'est fait un peu progressivement, mais c'est vrai que la pratique des cartes, c'est peut-être l'une des premières choses que j'ai expérimentées. Oui. Mais dans un premier temps, j'aurais jamais pensé à l'utiliser avec. Et quand même, au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais finalement, les cartes, ben, ça me permet d'obtenir des réponses, d'obtenir des messages, euh, on va dire, venant d'un autre monde, mais je l'utilise pour prédire des choses et finalement pour communiquer. C'est venu assez progressivement et il y a eu un jour où j'ai tenté. En fait, alors c'était pas avec plutôt un défunt, je crois que j'avais commencé avec, je crois, mon ange gardien. Je crois que c'était un peu la base de ma pratique au début. Je travaillais beaucoup avec les anges gardiens, les guides spirituels. Et je me suis aperçu que bien utilisé et parfois de façon assez simple, j'arrivais à obtenir vraiment euh, une sorte de question-réponse assez efficace. Et ça a vraiment été, et c'était déjà il y a quelques années où je me suis dit, ben, finalement, il n'y a personne qui en parle, il n'y a pas vraiment de tirage, et c'est super. Et je me suis aperçu qu'il y en avait d'autres qui, certes, n'en parlaient pas beaucoup, mais qui pratiquaient aussi de leur côté, et je me suis dit, bah oui, c'est une technique qui est vraiment efficace. Donc tu relis à la fois un guide spirituel que tu contactes Mhm. dans ton art, en fait, pour Oui. recevoir un message, pour t'aider à recevoir le message? Alors, vraiment, ça, c'était dans les débuts. D'accord. Moi, je j'osais pas au début contacter autre chose que mon ange gardien, mon guide spirituel. Et finalement, alors, ça a très bien fonctionné et je me suis dit, oui, il y a quelque chose, mais je peux aller plus loin. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs petit à petit, je me suis mis à contacter les défunts avec. Et moi, je travaille beaucoup avec les saints. Donc forcément, j'utilise très très souvent certains de mes saints avec qui je travaille et dont je suis dévot ont leur propre jeu de cartes pour que je puisse communiquer exclusivement avec eux. Alors ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'ai Robert qui explique sur le chat que lui aussi il utilise le tarot en guidance pour Mhm. communiquer avec son ange gardien. Bah, tu vois, Oui, vous je êtes trouve que nombreux. c'est super efficace et puis c'est quand on connaît bien son outil, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais Oui. finalement c'est juste un langage, le jeu de cartes, ça peut être n'importe lequel, et si on se l'approprie, il peut nous servir à tout. Et donc c'est juste un biais de communication, mais comme d'autres utilisent l'écriture automatique par exemple. Et donc, comment ça se passe concrètement? Donc, là, tu as l'expérience, tu as la bouteille. Est-ce que tu as une Oui. sorte de procédure, une méthodologie particulière qui fait que quand tu utilises à la fois le spiritisme et à la fois la cartomancie, les choses s'opèrent automatiquement et naturellement? Ou alors, c'est instinctif, tu prends tes cartes et puis ça parle? Alors, je dirais que dans un premier temps, comme tu dis, c'était un peu voilà, instinctif. Et moi, j'ai quand même l'intime conviction, parce que moi, je me définis beaucoup comme spiritualiste, on y reviendra sûrement tout à l'heure aussi, dans le sens où c'est quand même la base de ma croyance, je crois en Dieu et je crois aux esprits et aux esprits qui veulent nous contacter, qui veulent entrer en contact avec nous. Et les esprits, à mes yeux et dans mes croyances,
nous influence finalement tout le temps. Donc, moi je pense que in fine, les esprits sont toujours là. Ils contactent toujours, et quand on tire les cartes, c'est les esprits qui nous influencent d'une manière ou d'une autre, en bien comme en mal, mais du coup, on peut le faire de façon instinctive, et finalement, moi je l'ai fait de façon assez instinctive, mais maintenant, d'une part parce que j'ai développé ma pratique et que j'ai évolué, maintenant j'ai vraiment un protocole. Vraiment voilà, une sorte de séance typique d'ailleurs que je partage dans le livre, en tout cas en partie. euh, et c'est comme ça que je fais quasiment à chaque fois. Alors c'est bien, tu as employé un mot très intéressant et important. Je ne sais pas si les enchanteurs savent ce que ça veut dire. Tu as dit tout à l'heure que tu étais spiritualiste. Donc le spiritualisme, ce sont des personnes en C'est fait, ça. qui croient en la vie après la mort, donc qui croient aux esprits en fait. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai fait aussi ce parallèle, parce que c'est quelque chose qui est très très peu connu Oui. en France, et ça m'a Mm. toujours surpris. En fait, on connaît le spiritisme parce que enfin, c'est un développement et une codification française et qui a fait le tour du monde, donc par le biais d'Alan Kardec. Mais finalement, il y a vraiment en parallèle, à peu près à la même époque, on a eu le spiritualisme qui a été développé à la base par les sœurs Fox, et puis ensuite qui s'est étendu aux États-Unis, à l'Angleterre, et qui a son propre système qui, en fait, c'est pour ça que je spécifie souvent que je me définis pas complètement spirit. Moi, je me définis spiritualiste dans le sens où moi, je crois effectivement, je suis pas mal des enseignements du spiritualisme, qui croit en la vie après la mort et en pas mal d'autres préceptes, notamment peut-être l'une des plus grosses différences entre le spiritisme qu'on connaît, on va dire kardécien, c'est que les kardéciens, ils pensent que dans l'au-delà, petit à petit, les esprits, au fur et à mesure des incarnations, ils se réincarnent, et donc ils évoluent. Moi, j'ai pas du tout cette croyance, et dans le spiritualisme, c'est plutôt, c'est voilà la croyance principale. On ne croit pas en une réincarnation. Ah, Et du coup, les esprits, ils sont toujours ce qu'ils sont pour toujours et à jamais. Et ils ont, entre gros guillemets pour simplifier, vulgariser, ils ont pour but de nous apporter leur aide, leur protection. Et ils sont partout autour de nous, et ils sont avec nous. Et ça, c'est vrai que c'est quand même la grosse particularité du spiritualisme. d'accord. C'est super que tu puisses justement développer ça parce que beaucoup ne savent pas en fait. Tu le savais toi, Steph? Non, non. Tu connaissais pas non plus? J'ai appris Bah non. ça récemment, en fait moi aussi. Je ne connaissais pas le spiritualisme. Donc j'ai découvert ça tout récemment en allant checker des vidéos autour du paranormal. Et ça m'a fait tilt. T'as parlé du spiritualisme, je me suis dit, mais Nina connaît Oui, bien. mais c'est exactement ça. J'ai trouvé ça tellement dommage qu'on en parle peu. Et alors, c'est très anglo-saxon, hein. En France, il y a quasi personne qui se revendique spiritualiste. Il y a quand même malgré tout, dans le monde anglo-saxon, c'est extrêmement connu et reconnu. Il y a notamment les spiritual church. Nous, on n'en trouve pas en France. Ce serait d'ailleurs, je pense, assez mal vu. Mais les spiritual church, c'est vraiment du spiritualisme, pardon, codifié avec des médiums, et qui font l'objet d'une sorte de prêtrise. Donc, il y a des prières un peu comme une messe, et vraiment, c'est quelque chose qui est hyper ancré en Amérique, notamment en Angleterre. Il y a d'ailleurs le Arthur Findlay College, qui est reconnu mondialement comme étant un peu la grande académie qui forme pas mal de médiums en Angleterre, du coup. D'accord. Et il me semble que Michael de la Radio du Lotus a invité l'une des personnes aussi qui gère cette école là-bas en Angleterre, de mémoire. Je crois qu'il y a un podcast qui existe de cette émission. Je l'avais écouté, j'avais écouté le live, et c'était hyper passionnant. Donc effectivement, il existe une école des médiums en Angleterre, dans un magnifique manoir Oui, château. tout à fait. Hein. Et j'avais justement dans le souhait d'inviter cette personne-là à l'antenne pour 2025. Donc c'est un projet à venir, Steph, tu verras. Ça va être que du bonheur D'accord. également autour du spiritualisme. Donc le spiritualisme, pour faire simple en fait, c'est une croyance en l'autre monde, aux esprits, mais il n'y a pas la réincarnation qui s'opère. Ils sont là pour vous aider à communiquer en fin de compte avec vos outils, tout simplement. Oui, tout à fait.
C'est ça, enfin vraiment, t'as tout dit. Je crois que c'est peut-être la plus grosse différence avec le spiritisme kardécien parce que il y a toujours quand même cette idée de charité, d'amour, de bienveillance, de faire évoluer le monde d'une manière positive. Enfin, ça, finalement, c'est peut-être la plus grosse différence, en fait. C'est vraiment l'idée de réincarnation ou non. Et la question que je me posais, c'est donc tu disais que ça arrivait avec les sœurs Fox, en fait, hein, toute cette doctrine Mhm. autour du spiritualisme. Et toi, t'es rentré là-dedans comment, en fait? Parce que c'est la question qu'on se pose. Alors, c'est en faisant pas mal de recherches et en me disant, j'adore le spiritisme. Moi, par contre, voilà, je suis un fan inconditionnel d'Alan Kardec. J'ai lu et relu ses ouvrages et je les recommande à n'importe qui. Mais quand même, moi, ça m'a toujours tiqué. Ce truc de réincarnation, moi, pour moi, ça n'est pas. Voilà, ça ne me parle pas, ça ne me paraît pas plausible et en tout cas, ça rentrait pas dans ma pratique. Donc, en recherchant s'il y avait effectivement d'autres systèmes, c'est comme ça que je suis tombé sur le spiritualisme et que je me suis intéressé aux préceptes et à tout ce qu'ils peuvent enseigner, à tout ce qu'ils peuvent aussi. La littérature américaine, anglaise est extrêmement prolifique sur comment ça fonctionne. C'est un système assez développé quand même. Alors, si je comprends bien, Midnight, en fait, donc tu Mhm. crois en l'autre monde, Oui. mais tu n'as, mais dans ta croyance, en fait, tu penses qu'on ne peut pas se réincarner en plusieurs vies. Moi, non. Ça entre pas dans mes D'accord. croyances que on puisse se réincarner, qu'on puisse devenir quelqu'un d'autre ou autre chose. Pour moi, on est toujours ce qu'on est dans l'autre vie. C'est pour ça qu'on arrive d'ailleurs à communiquer avec nos défunts et avec des défunts parfois morts il y a bien longtemps. Mais oui, c'est vraiment la pierre angulaire en tout cas de ma croyance à moi. Alors, tu vois, je viens de voir la question de Kaya sur le chat. Elle nous dit pourquoi l'idée de réincarnation n'est pas plausible pour toi. Bah, tu réponds en fait. Donc, j'ai juste de le voir aussi. Il y a aussi Robert qui marque dans le chat en fait qu'il utilise 3 cartes. En fait, il retourne la carte de gauche qui lui donne ce que son ange a à lui dire sur une situation Mhm. actuelle. Il retourne donc une carte de droite qui est le but qu'il me donne à atteindre et la carte du milieu est la façon d'y parvenir. Donc j'imagine que tu vas nous expliquer un peu certains protocoles que toi tu utilises parce que ça fonctionne Mhm. pour toi. J'imagine que ce sont aussi des protocoles que tu as expérimenté, mais surtout mis dans ton livre, qu'on puisse un petit peu Tout à fait. comprendre comment tout ça fonctionne. Mais avant ça, on va peut-être aussi un petit peu s'étendre sur bah voilà, tes expériences personnelles autour du spiritisme, parce que c'est quand même un sujet intense ce soir, mélanger à la fois le spiritisme, le spiritualisme, parce que c'est pas la même chose, et en même Mhm. temps la cartomancie. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quand même une pratique qui est, bah d'ailleurs, là Robert nous l'a bien montré. Finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose. Parfois, ça peut être un peu complexe d'avoir soit la Ouija, soit je ne sais quelle autre technique. Là, il suffit d'avoir un jeu de cartes et vous n'êtes même pas obligé de le connaître. Vous suffit d'un jeu de cartes à jouer et hop, c'est parti. En fait, vous pouvez communiquer de façon très 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 simple et c'est ce que j'aime en fait. Moi, j'aime bien que ce soit simple, accessible et finalement, en spiritisme et spiritualisme, euh, on a besoin d'avoir des outils qui vont droit au but. J'ai déjà testé la typtologie, donc avec faire tourner les tables. Donc c'est le guéridon qui claque ses pieds pour donner le Oui. code. Et donc, en oui, non, peut-être ça marche. Un coup pour oui, deux coups pour non, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les anciens spirites utilisaient le système de 1, ça signifie A, B, 2, etc. Donc, vous imaginez que pour faire des phrases, c'est un peu long. Donc, moi, personnellement, voilà, c'est pas forcément le genre de technique que j'affectionne. Il faut vraiment qu'on puisse y aller, alors pas rapidement, mais intuitivement. Ça, c'est quand même super important. Alors, c'est vrai qu'on n'imagine pas, justement, j'allais t'en parler, des tables spirites, tu en as fait. Mhm. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai eu l'expérience de plusieurs séances, alors individuelles, où vraiment j'ai fait du contact de mon côté seul, mais j'ai également participé à des séances, notamment avec Oncle Ben, donc notre Benjamin
que vous connaissez tous. Et c'est un spiritisme particulier, c'est du spiritisme cubain. Donc c'est une pratique très particulière. On a l'image en Europe et même ailleurs de la séance où on se tient tous les mains autour d'une table, c'est très solennel, on fait des prières avant, des prières après, et on communique, on fait la séance. Là, c'était très particulier parce que on appelle ça des mesa blancas, des messes blanches ou des tables blanches. Et ça permet de façon très différente, il y a plusieurs médiums, ce qui n'est pas forcément le cas dans les séances, on va dire classiques, où en général il y a un seul médium. Pour les tables blanches auxquelles j'ai participé, il y avait toujours 3 médiums et d'autres participants qui se relayaient en fait pour obtenir des messages, et c'est vraiment comme une fête. Moi j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs c'est pour ça que dès qu'il y en a, je saute sur l'occasion d'y aller. C'est comme, oui, c'est une célébration, et on est tous habillés de blanc, et ça fait des très belles tables avec plein de bougies, des fleurs, etc., des offrandes, et les contacts sont assez impressionnants. Et les résultats sont assez dingues. Moi, j'ai vu des choses, j'ai vu des gens faire. Moi, j'ai fait de l'écriture automatique pendant ces séances. J'ai vu des gens être en possession, alors en possession contrôlée, hein, en incorporation, on pourrait dire. Et c'est vrai que c'est très impressionnant, et d'une manière très joyeuse. Les gens boivent et mangent autour, on papote, on rigole. C'est vraiment pas l'image de la séance. Et ça, vraiment, c'est une expérience qui est assez unique, que j'ai eu la chance de faire plusieurs fois. Alors, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à l'image qu'on se fait quand on pense au spiritisme via Allan Kardec, en fait. Tu vois, Oui, du siècle tout à fait. dernier, en fait. Et ouais, ça a l'air passionnant, ça a l'air merveilleux à vivre, en fait. Oui, je confirme. Donc il y a tout un décor, une manière d'être, un habit Mhm. particulier. Oui, tout à fait. C'est très codifié quand même comme séance. Et vous invoquez des esprits en particulier, ou c'est n'importe quel esprit qui se présente en fait? Alors il y a vraiment une part, et ça c'est quand même de manière assez répandue, et ça je crois que c'est quasiment commun à toute séance, on fait vraiment un appel à la protection donc divine, hein, c'est quand même assez connoté chrétien, catholique. Mhm. Et puis, on fait vraiment appel à des esprits, on va dire, protecteurs, nos esprits qu'on dit de nos chaînes spirituelles, donc c'est un peu votre team, votre équipe à vous, c'est votre lignée un peu spirituelle. Et donc, on fait appel en grande partie à ces esprits-là, mais en fait, les séances s'ouvrent à n'importe quel esprit. Et on invite en grande partie. Voilà, ce qui est quand même très intéressant, c'est de pouvoir contacter les esprits qui font partie de nous et de nos vies spirituelles. Et ça, c'est quand même assez important dans les séances de table blanche. D'accord. Donc Steph, tu as des questions, tu connais tout ça? De façon différente, Oui. mais pas dans la pratique que nous décrit Lucas. Oui. Donc c'est très bien. J'apprends des choses en même temps. Ah, je suis comme toi, hein. Moi je découvre aussi. Alors c'est vrai que je connais le table spirit d'Antinos, hein, parce qu'il en parle souvent. Mais moi j'ai jamais participé à ce type de choses. Et enfin, je trouve ça vraiment merveilleux. Ça a l'air génial, vraiment. Ça change un petit peu de la vision qu'on a en fait des tables spirit de base en fait. Voilà, qu'on Oui, voit à la tout à fait. télé ou ailleurs dans les médias, Oui. ou qui est pratiqué à Lyon, quoi, disons. Ne Oui, serait-ce c'est que ça. physiquement, tu vois, tu es habillé d'une certaine couleur. Il y a visuellement, c'est beau, il se passe des choses, c'est gai, tu vois. Donc non, ça donne vraiment envie. T'en as fait beaucoup, Lucas? Alors j'en ai fait, et ben déjà, je me sens que j'en ai fait 4 ou 5 Ah si je dis ouais. pas de bêtises. Et quasiment à chaque fois qu'elles se sont tenues, je crois qu'il y en a une auquel j'ai pas pu participer, mais c'est, oui, très particulier. Moi aussi, j'avais, comme vous deux, hein, cette image vraiment de séance très solennelle, très, presque sombre. Et puis c'est toujours, bien sûr, dans la culture, un Médiatique un moment. peu aussi. Comment? Je dis c'est un peu aussi la culture médiatique qu'on connaît, quoi, puisqu'en C'est fait, ça, avant ça se complètement. pratiquait, mais moi, quand il y a 60 ans, quand j'étais tout petit,
on savait pas tout ça. Déjà, c'était pratiqué dans ce qu'on appelait les Rotary Club. C'était un peu spirit. Il y avait des gens qui tiraient les cartes, tout ça. Bon, c'était plus ou moins discret, ça se disait pas. Et puis, dès que ça a commencé à être médiatisé, on a parlé, on a montré, etc. Et c'est devenu médiatique, mais c'était pas du tout connu. Il y a 60 ans, c'était secret tout ça. Oui, tout à fait. Et puis, ça a vraiment fait, je trouve, des vagues. Il y a vraiment, là, on le voit hein, aujourd'hui qu'on est dans une vague de retour au spirituel, mais ça a beaucoup, le spiritisme, le spiritualisme, suivi les grands événements de la vie. Il y a eu une grosse période de spiritisme après la Seconde Guerre mondiale, hein, pour des raisons évidentes. Il y a eu beaucoup de spirites et de médiums après pas mal de catastrophes. Je pense au Titanic, la Première Guerre aussi. Beaucoup de gens ont perdu du monde, donc il y a eu un retour au spirituel. On était dans un contexte très particulier. Et puis, ça, c'est vraiment cyclique. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Le spiritisme est né de pas mal de périodes d'incertitude et de confusion au niveau mondial. Donc, c'est un peu une réponse à la perte des êtres chers, aux complications de la vie, etc. Ouais, tout à fait. Alors, la première fois que tu as fait donc cette table spirit, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu peux en parler, bien sûr. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Alors, le souvenir que j'ai, c'est que j'avais quand même aucune idée de ce qui allait se passer, entre guillemets. Voilà, j'avais toute la liste de choses qu'il fallait, voilà, les habits, j'avais tout prévu, mais le vivre, ça a été quand même quelque chose que c'est une ambiance très particulière. On était dans une maison en plus assez chargée, mais dans le bon sens. Ouais. Comment? Je disais connoté, en fait, disons dans le sens, oui. Oui, vraiment une maison très spirituelle. Il y avait, vous savez, des yeux contre le mauvais œil. Il y avait vraiment une belle énergie quand même, vraiment de façon très positive. Et je me souviens, voilà, qu'on a tout allumé. On était tous habillés de blanc. On a fait cette très très belle table. On a mis toutes ces bougies. Et rien que l'atmosphère, ça vous met dans un état déjà particulier. Oui, ça charge bien, quoi. Complètement. Dans ces conditions, ouais. Tout à fait, investi vraiment. tout de suite, quoi. Ça met en condition, on dira. Oui, c'est ça, vraiment. Et de façon quand même très détendue, malgré tout. Moi, voir qu'on allait mettre de la nourriture, qu'on allait pouvoir boire et se déplacer, il n'y avait plus du tout cette petite appréhension que j'avais. Hein. J'étais quand même assez jeune quand j'y suis allé à cette table blanche. Je crois que j'avais 18 ans. Et c'est vrai que voilà, ça a été un moment assez magique. On a vu pas mal de gens, c'est le cas de le dire, on a vu pas mal de gens quand même avoir des contacts super intéressants et hyper clairs. Ça, c'est ce qui m'a frappé. Et puis, on sentait dans l'atmosphère une chaleur, mais on était pourtant en plein mois de décembre, hein, ça je m'en souviens bien, qu'il faisait très très froid, et pourtant on était à La Ciotat, hein, c'est pour vous dire, mais il y a eu une chaleur, mais il a fallu qu'à plusieurs moments je sorte de la pièce, tellement on sentait qu'il y avait du monde, et les contacts étaient assez passionnants. J'ai eu, je crois, très très peu de contacts pendant cette séance, mais moi vraiment j'ai adoré parce que vraiment on était plongé dedans et c'est assez, oui, c'est une pratique qui m'a beaucoup orienté aujourd'hui, ça m'a beaucoup influencé, je pense. Ouais, ça marque l'inconscient et le conscient, quoi, en fait. Ouais, exactement. Mais je sais pas si tu as vu le film là, qui s'appelle Dangereuse Alliance. Oui, Histoire de sorcière. Alors en fait, j'ai regardé, bon, il y a le film, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les documentaires et tout ce qui est expliqué derrière. Et ils ont expliqué que quand ils ont tourné la fameuse scène sur la plage, un peu éloignée de la plage, où elles rentrent, elles font une séance à plusieurs, et elles essaient de rentrer en contact. Et elles disaient qu'elles avaient été surprises par le fait, et même la production qui filmait, et moi ça m'est arrivé ça, il s'était levé un vortex tout à coup, sans raison, du vent qui tournait au-dessus d'elles. Et les filles avaient été un peu terrifiées, quoi, elles se demandaient ce qui se passait. Et moi, je l'avais remarqué aussi, ça m'était arrivé quand, plus jeune, hein, j'avais 17 ans, et mon père était allé voir un rebouteux parce qu'il avait des problèmes de dos, et c'était un gars qui était druide en même temps. Et bon, il voulait pas que je le reste parce qu'il ne voulait pas vouloir que je regarde les passes qu'il faisait. Et il m'avait dit, ben, va voir, là-bas, il y a un dolmen, parce qu'il savait que j'aimais bien tout ce qui était celtique. Et tu fais une prière auprès de la Vierge. Alors, je suis allé,
croyais pas trop. Et puis je me mets devant le dolmen, je me mets à genoux et puis je fais la prière. Et au-dessus de ma tête, il y a un tourbillon de vent qui s'est levé sans raison, alors qu'il y avait de vent nulle part, que c'était en plein été. Et ça m'a fait bizarre. Ça m'a foutu comme une claque. Et j'ai fait le signe de croix et je suis parti en courant, mais complètement affolé. Mais c'est impressionnant comme. Il y a des vortex, on arrive à soulever des vortex, en fait, c'est incroyable. Ouais, ça c'est quand même. Ouais, c'est super impressionnant. Et c'est Surtout par s'il n'y a rapport pas à ce de que vent tu dis, je autour. pense que la chaleur, tu vois, que vous ressentiez, Oui. vous aviez peut-être concentré une énergie, un vortex que vous aviez soulevé, et vous aviez chaud tous par rapport à ça, peut-être. Ah, complètement. Oui, oui. Enfin, d'ailleurs, Ben nous l'avait dit, c'était vraiment la chaleur, ça montre qu'il y a une activité spirituelle assez intense. Et vraiment, oui, là, ton témoignage avec ce dolmen, je pense qu'on entre beaucoup plus souvent qu'on le pense d'ailleurs. En tout cas, moi, je le crois, en Ouais, contact avec des esprits, avec des énergies particulières. Et voilà, si on arrive, entre guillemets, à l'instant T, au moment dit, il y a des phénomènes assez impressionnants, quoi. Donc, ouais, c'est super intéressant. Et il y avait aussi ce que j'avais raconté, que tout le monde va finir par connaître à force. Quand j'étais tout petit, j'avais 8 ans, donc c'était avant que je rentre au cours préparatoire. Je suis né en début d'année, donc j'avais 7 ans et demi à peu près. Et j'ai grandi dans une ville médiévale construite au XIIe siècle. Donc imagine, voûte d'ogive, cloître à l'ancienne, ancien cloître trappiste, etc. Et je suis allé, alors c'était un matin d'été, bon, mes parents travaillaient, et ma mère m'a dit, va au cloître là-bas, tu te mets tranquillement sur un coin. Et je prenais le soleil, il y avait un superbe jubé, les jardiniers mettaient des belles fleurs, j'étais tout content. Et je me relaxe, je ferme les yeux et je prenais le soleil. Puis à un moment donné, je sursaute, je frissonnais, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, je sens un vent sur mon côté droit. Je me penche, donc, puisque j'étais adossé à une colonne en ogive, je me penche et je vois quelqu'un qui vient vers moi. Et le gars, il me fait ah, mon petit, tu prends. Alors c'était un curé, enfin un moine habillé en blanc avec une pèlerine. Bon, moi, à l'époque, je savais pas comment ça s'appelait, mais ça m'avait surpris. Tu prends le soleil? Et j'ai dit oui, monsieur. Alors moi, je savais pas que c'était un curé. Moi, j'étais tout petit à l'époque. Oui, monsieur, et tout, parce qu'il fait froid. Je me mets au soleil. Il me dit ah, mais tu as l'air tout mignon. Mais t'aimes les bonbons? Oui. Alors j'ai dit ben oui. Alors il me dit ben bouge pas, je vais aller te chercher des bonbons. Et donc bon, mais ok. Et puis je sens le froid. Je referme les yeux et puis j'attends. Et puis, je le vois passer par la porte. Et puis, donc, après, je ferme mes yeux. Et puis, au bout d'un moment, je vois que personne n'est là. Je rêvais ou quoi. Puis, il y a une dame qui arrive, une guide, avec 2 personnes âgées. Et j'y demande, je dis, vous n'avez pas vu où sont les messieurs, là, les moines? Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu me dis, mon petit? Il n'y a pas de moine ici depuis au moins 30 ans. Le dernier est mort il y a 30 ans. Oh, Et j'ai ah dit, ouais. il est passé par la porte. Et elle m'a dit, quelle porte? Je me retourne. Et il y avait la trace bouchée d'une porte en ogive qui avait été, donc qui n'existait plus. Je suis resté blême. Je l'ai regardé. Et je suis parti un peu, tu sais, comme dans Fantomas contre Scotland Yard, là, le serviteur qui porte le plateau. Et puis quand on lui dit un truc qui fait peur, il fait ah, quelle horreur, quelle horreur. Je suis parti comme ça, moi, complètement affolé. Je suis allé voir ma mère, j'ai raconté que j'avais vu un monsieur et que la dame m'avait dit qu'il y avait pas de moine. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu me dis, ça va pas. Et ma mère, pendant longtemps, a cru que j'étais débile, quoi, que j'avais des problèmes psy, quoi, tu vois. Et elle voulait me Bien faire voir sûr. par un médecin et tout ça. Donc, et j'étais pas bien vieux déjà à l'époque quand ça m'est arrivé. Donc moi, j'ai eu la preuve manifeste qu'il y a des choses bizarres quand même. Oui. Ah ben, c'est impressionnant quand même comme manifestation. Et je pense que ouais, beaucoup de gens l'expérimentent sans même Ouais. se le dire. Enfin, Se réaliser même. Ils ouais, savent pas que les personnes ne sont pas là vraiment, quoi, en fait. c'est ça. Et je pense que finalement, on entre très souvent en contact, qu'on le veuille ou non. Il y a plein de gens, hein, d'ailleurs, on en connaît tous qui ont eu, entre guillemets, un gros coup de pouce à un moment inattendu avec des gens qui disparaissent d'un coup. Enfin, ouais, pour moi, il y a vraiment, il y a du monde autour de nous et bah là, oui, tu as capté quelqu'un de fort bienveillant, même Bah, s'il n'est ouais. jamais revenu. Si, je l'ai revu après. Ah, bah voilà. Une histoire de pensée qui revenait vers moi avec des histoires d'intégration et tout ça, mais ça, je veux pas le raconter. C'est un peu personnel. Ça reste entre vous. Voilà, exactement. Ou peut-être qu'un jour on le saura dans une émission particulière, Steph, peut-être. Voilà. Ah En ah, Halloween, je vous raconterai ça peut-être. N'est-ce pas? ah oui.
J'ai Sofiane qui pose une question très pertinente concernant justement tous ces sujets-là. Il aimerait savoir si c'est dangereux d'invoquer les esprits. Et notamment, est-ce que ça peut être aussi dangereux que la Ouija, par exemple? Parce que c'est vrai que la Ouija, on en parle. Certains disent que c'est pas dangereux, d'autres disent que c'est dangereux. Est-ce qu'invoquer les esprits, c'est dangereux? Si on fait de la magie, on sait que ça peut l'être. Oui, non, mais vraiment. Alors, moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. C'est aussi dangereux, le spiritisme, que c'est déjà aussi dangereux que la magie. Et moi, j'ai eu longtemps ce truc bête de me dire, oh, j'ai peur d'invoquer les esprits. Au début, j'avais vraiment ce truc-là de me dire, oh, attention, avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu sur Internet et autres. Et je me disais, non, non, c'est très dangereux. Mais dans le même temps, je pratiquais des rituels, je commençais à pratiquer des rituels de magie pour provoquer telle ou telle chose. Donc, pour moi, c'est même plus dangereux de faire de la magie parce qu'on modifie, qu'on le veuille ou non, et qu'on l'accepte ou non, on modifie le cours des choses. Donc, pour moi, c'est encore. Et puis, pour moi, la magie, il y a toujours un esprit, que vous en soyez conscient ou non. En tout cas, moi, je le visualise comme ça. Il y a toujours un esprit impliqué dedans. Donc, pour moi, c'est encore plus dangereux de faire de la magie, par exemple. Le fait de contacter les esprits, c'est une pratique comme une autre et ça n'est pas plus dangereux que de tirer le tarot, de faire du pendule. Ça, il y a aucun problème. C'est juste que moi, je compare beaucoup. C'est comme traverser la rue, en fait. Si vous regardez des deux côtés, que vous êtes vigilant, que vous faites attention et que dans la mesure du possible, vous traversez au passage piéton, il n'y a pas de problème et vous n'aurez pas de soucis. Je veux dire, dans la vie, vous sortez de chez vous et vous pouvez vous faire percuter. Il faut juste être prudent, mesurer et ne pas se précipiter. Comme pour traverser la route. Moi, je considère toujours contacter les esprits comme ça. Il y a toujours un danger, quelle que soit la pratique. Mais il suffit de beaucoup lire, d'étudier le sujet, de ne pas y aller avec de la peur, parce que ça, c'est le meilleur moyen de s'attirer. Ouais, les énergies négatives. C'est ça, on s'attire à la fois des énergies négatives, des esprits, pas forcément négatifs, mais qui vont beaucoup s'amuser, ça va beaucoup les faire rire. Enfin, voilà, c'est un délice pour certains esprits qui sont pas forcément malveillants, mais qui vont bien provoquer une petite trouille. Et puis moi, j'évoque dans mon livre l'espèce de biais de confirmation. Des jeunes qui se mettent, comme on l'a tous fait, probablement, avec une Ouija, dans le noir, avec des bougies, un soir, vous avez 100% de chance que ça fasse peur et que machin. Et où j'ai envie de dire, les trois quarts du temps, c'est pas les esprits qui vont se manifester, c'est juste que vous allez avoir le chat qui va faire tomber quelque chose, donc une catastrophe. Vous avez la chaudière que pourtant vous connaissez très bien, qui fait du bruit. Et ben là, elle va faire un bruit, donc vous allez flipper. Pour moi, c'est beaucoup ça, finalement, la grande peur. Et un mot à propos du Ouija, c'est un outil, c'est une planche en bois. C'est aussi, pour moi, c'est vraiment comme le jeu de tarot, c'est comme un pendule, ça n'a aucun pouvoir en lui-même, c'est nous qui lui donnons une énergie, une utilité, un pouvoir. Et ça n'est pas plus dangereux que de faire tourner les tables, de faire de l'écriture automatique. C'est juste qu'il faut se protéger, il faut pas faire n'importe quoi. Et la Ouija, il faut arriver à se détacher des films, quoi. C'est vraiment, je pense, Hollywood qui a créé cette aura de peur autour de la Ouija. Et j'ai envie de dire, si vous avez peur de la Ouija, si vous estimez que c'est un outil qui va vous attirer des mauvais esprits, et ça va attirer des mauvais esprits et vous allez en avoir peur. C'est aussi simple que ça. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Oui, je comprends. Je pense comme toi, en fait. Hein, Steph? Il faut savoir que la Ouija, ça n'a pas toujours existé. Hein. Ça apparu aux années justement des Sir Fox et tout ça, vers 1840. Donc avant, il y avait autre chose. Alors, ce qui se faisait beaucoup, je sais, à une époque, il y avait ce qu'on appelle les miroirs argentiques. On n'en fait plus parce que ça coûte. Il y avait du plomb, de l'étain et de l'argent.
Et il y avait un reflet pas possible. On utilisait ça au 18e et 19e siècle par rapport à l'éclairage. Tu mettais un bougeoir devant, ça renvoyait la lumière, c'était génial. Ça t'éclairait une pièce. Et si tu mets une petite chandelle, moi j'en ai un de miroir argentique, que tu te concentres et progressivement tu vas avoir des visions qui vont t'apparaître. C'est assez flippant comme truc à faire. Mais c'est ce qui se faisait aussi avant l'apparition de Ouija et autres. Donc il y a toujours eu des tas de techniques. Oui, c'est ça. Enfin, les techniques évoluent et il n'y en a pas une plus dangereuse qu'une autre. Euh, Moi, je trouve qu'il y a un film qui est assez intéressant là-dessus, que j'ai vu il y a pas très longtemps. C'est La Main. Et je Ouais. trouve que ce qui est intelligent dans ce film, au-delà du fait qu'il est très bien fait et qu'ils ont fait leur travail parce que ils parlent vraiment du danger que peut avoir l'obsession et vraiment l'aveuglement que les esprits peuvent apporter à des gens qui sont un peu addicts, accros et qui peuvent ne plus se passer en fait de ça. Et justement, ils ont été assez intelligents pour ne pas utiliser une Ouija comme on le voit dans tous les films un peu nanar. Et là, ils ont vraiment utilisé une main. Et d'ailleurs, c'est inspiré d'un véritable objet spirit qui n'est plus utilisé de nos jours. Hein, mais voilà, ça change de l'image éternelle qu'on voue à la diabolique Ouija, c'est sûr. Alors, je suis en train de voir par curiosité, j'ai regardé la Ouija en 1890, un inventeur, Elijah G. Alors, je sais pas si c'était James Bond, a développé la première planchette populaire. Donc, ça, tu vois, c'est 1890. Donc, avant, c'était autre chose. Ouais, tout à fait. Et puis, ça a été, je crois, développé. Vous pouviez, et d'ailleurs, vous pouvez encore, aux États-Unis, les acheter dans les magasins de jouets. Tout à fait, ouais. C'est à partir de 3 ans et plus. Et ça a été d'ailleurs, à la base, c'était vendu et marketé comme un jeu. Vous le posiez sur vos genoux avec une autre personne et vous laissiez la planchette eh ben, épeler des mots. Et en fait, c'était vraiment un jeu. Et il n'y avait pas forcément la dimension spirit à la base. Et elle a été rajoutée et utilisée pour communiquer avec l'au-delà. Je sais qu'ils en avaient sorti sur le modèle de la série Supernatural. Ça se vendait comme des petits pains, il paraît. Ils Mais étaient en oui, rupture sans arrêt. ah ouais, mais puis je trouve personnellement que la Ouija, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé que l'objet était magnifique. Mais en plus, on en trouve mais à toutes les sauces. Je pense qu'on a tous vu le même de la Ouija Barbie. Il y en a une qui est rose pour les filles. Il y en a avec Jésus dessus, avec des pentagrammes inversés. Il y en a de tout style et de toute forme. Oui, pour les enfants, c'est hallucinant. Comment c'est ce qu'explique Kaya. Les Ouija Oui, ça, oui. pour plus de 3 ans. J'avoue. C'est Ouais, fou. c'est un peu étonnant. Je pense que intelligemment, il faut le détourner de son usage. Si on veut l'offrir à un enfant, pourquoi pas épeler des mots avec, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette idée que c'est un objet qui n'est dédié qu'à ça. Mais en fait, on peut simplement jouer avec et en faire un jeu. Enfin, voilà, c'est simplement un jeu qu'on a détourné. Oui, parce que c'est vrai qu'à partir de 3 ans, donner des ouvertures pareil à des enfants qui sont pas encore ouverts à la vie, ça fait un peu bizarre, quoi. Oui, bien sûr, mais finalement, moi, j'y vois pas, entre guillemets, d'inconvénient dans le sens où ça n'est pas. Si on ne le présente pas comme ça, il l'utilisera pas pour appeler les esprits. Oui. Oui, Voilà, c'est voilà. comme, c'est comme si je vous disais, vous lui offrez, vous savez, des petits cubes avec des lettres, finalement, il pourrait très bien l'utiliser pour communiquer avec des esprits. D'ailleurs, ça se fait. Et finalement, bah, c'est pas le cas. On peut utiliser, vous savez, les ardoises magiques avec Ah lesquelles oui, on écrit, c'est pareil, ça pourrait très bien être utilisé en spiritisme. En fait, tout peut être détourné, hein. tout à fait. Ouais. Bah, justement, ça tombe bien que tu en parles parce que justement, j'allais te poser ce genre de questions. Avec quoi on peut Mhm. communiquer avec les esprits? Mais alors, Oh, alors ça, tu me lances sur un un sujet sujet, que j'adore. c'est vrai. Alors, Parce avant que tu répondes, oui. j'ai Sofiane, le magicien, qui a sur le chat qui a une question importante à te poser, mais elle Mhm. est un petit peu particulière. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris sa question. Il nous dit est-ce qu'on peut être un être avatar dans un corps d'être humain ou être avatar en être ascensionné? Je ne sais pas si c'est clair.
Euh, Comment dire? Voilà, Eh bien, je ne sais pas. voilà. Et puis, comme tu crois pas en la réincarnation non plus, je me suis dit, Oui, alors moi j'ai envie de te dire, bah voilà, selon ma croyance, non, oui, mais on peut être entouré peut-être de ces esprits-là. oui, Alors toi tu les appelles maîtres ascensionnés, avatars, pourquoi pas? Moi je les appelle saints, je les appelle ancêtres, mais pour moi, voilà, je vais pas te dire que tu es incarné par ça et tu t'es réincarné de ça, parce que moi je n'y crois pas. Mais si c'est ta croyance, il y a pas de souci, c'est possible, sans doute, hein. Je pense que oui, ça pourrait être. Après, pour moi, ça me paraît quand même, selon le spiritisme et d'autres croyances, ça me paraît quand même improbable d'être un avatar ou, enfin, si j'entends bien, si ça a le même sens pour toi et moi. Et pareil, maître ascensionné, pour moi, un maître ascensionné, il est tellement height qu'il a plus besoin d'être incarné. mm, Parce que le but dans le spiritisme d'Alan Kardec, le plus connu, c'est vraiment on évolue de chaque vie, on évolue, et on apprend une leçon de chaque vie. Donc on s'incarne, on se désincarne, et petit à petit, ça aura une fin pour devenir un esprit supérieur, un esprit parfait. Donc il a plus besoin de s'incarner, cet esprit parfait, si on suit la logique de réincarnation. oui. Non, mais en plus, là, tu résumes super bien les livres de Kardec. Oui, ah ben c'est que je les ai potassés et j'avoue, je les adore. C'est mes livres de chevet. D'ailleurs, tu préfères le livre des esprits ou le livre des médiums? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Oui. Même si, ben, je n'aimais pas beaucoup le livre des esprits. À une époque, je trouvais qu'il était un peu barbant. Mais maintenant, avec le temps, c'est vrai que j'adore le livre des médiums, parce qu'il est hyper. Il répond à toutes les questions qu'on peut se poser en tant que médium, en tant que spirit. Mais le livre des esprits, c'est un peu la Bible, on va dire, des spirites. Et je trouve que c'est un très très bon livre. Si je ne devais en garder qu'un, je pense que malgré tout, je garderais le livre des esprits. Ouais, Parce que il répond à toutes les questions qu'on pourrait se poser sur l'après-vie et sur la vie en général. Il est très 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 complet. Et moi, je vous invite par exemple à faire de la bibliomancie avec. Vous l'ouvrez au hasard. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le lire parce que c'est quand même un bouquin assez conséquent. Vous ouvrez au hasard et vous lisez ce que vous trouvez en tapant le doigt dessus. Je vous le conseille. alors, tu vois, ce qui est fou, c'est que moi, j'adore la bibliomancie, mais j'ai jamais eu l'idée de le faire sur ce livre-là. D'accord. Ah ben Et franchement, c'est assez impressionnant. c'est pas vrai, c'est pas bête du tout. Franchement, c'est pas bête, j'adore ça en plus. Alors, je suis comme toi, je préfère le livre des esprits. Par contre, Mhm. j'ai quand même une question à te poser parce que tu es un praticien quand même. Et, Oui, et donc, a priori, donc, tu l'as lu, ce livre. oui. Moi, je l'ai lu de long en large et en travers. J'avais même fait une émission spéciale autour de ce livre, hein, notamment, le livre des esprits. Parce qu'il y a quand même des D'accord. choses à l'intérieur qui sont assez particulières, je trouve. Oui, Notamment sur la pratique du magicien, du sorcier, des médiums. oui. Hein. Il y a des réponses que je trouve assez dingues. Notamment, il y a un passage là de mémoire qui me revient où justement il y a un esprit qui répond que il faut, enfin, c'est impossible de communiquer avec des anges ou des archanges, par exemple, tu vois, Mhm, parce que ce sont des êtres tellement évolués, ils sont tellement au-dessus de nous, en fait, que c'est mhm. impossible de les avoir près de nous et de pouvoir communiquer avec eux. Donc tu vois, il y a des réponses comme ça qui sont assez dingues, surtout que autour de nous, on a plein de personnes qui disent communiquer avec des anges, des archanges, Ouais, tout à tu fait. vois. Donc comment on peut à la fois apprécier cette doctrine et en même temps se dire, ou alors on l'a pas lu, ou alors on l'a pas compris, mais moi j'ai bien lu les phrases, et le sens, c'est bien ça. C'est bien présomptueux. Voilà, je me souviens de la phrase. Bien présomptueux, celui ou celle qui dit pouvoir communiquer avec les anges ou les archanges. Tu vois? Ouais. Ah, mais complètement. J'ai eu la même pensée quand j'ai lu pour la première fois. Je me suis dit, mais attends, vous êtes bien mignon, mais là, moi, je suis pas d'accord. Et c'est ce qui fait que je suis spiritualiste. Les spiritualistes, ils ont une pratique beaucoup plus magique et beaucoup plus spirituel dans le sens où, oui, alors c'est pas toujours accepté hein, par les spiritualistes, mais la magie, la sorcellerie, c'est un peu plus développé par les spiritualistes.
C'est pour ça aussi que je les rejoins sur ce point, entre autres. Et le spiritisme, effectivement, ils ont ce que tu as évoqué, hein, Alina, ils sont contre tout ce qui est talisman, Ouais. invocation. Ils ne croient pas à ce qu'on peut chasser un esprit autrement que par la prière. Ils ne croient pas aux sorciers, etc., aux magiciens, et ils ne croient pas à ce qu'on puisse contacter les anges et les archanges. Moi, eh ben, effectivement, je suis pas d'accord, et je pense que si on est vraiment spirit, il faut réussir à s'en détacher, un peu comme la vraie Bible chrétienne, hein, d'ailleurs. Il y a des choses auxquelles on ne peut plus adhérer de nos jours, hein, vendre sa fille comme esclave et tuer et lapider quelqu'un pour adultère. Voilà, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité, hein, en tout cas dans notre culture. Et Vous pourtant, c'est savez, évoqué. si je peux te rajouter quelque Je chose t'en qui prie. va vous surprendre, tu parles de ça justement. Figure-toi, quand j'étais petit, donc il y a 60 ans, eh bien, si tu trouvais ta femme qui couchait avec quelqu'un, si tu les surprenais dans le lit, tu avais le droit, selon une loi de Napoléon Ier, de tuer l'amant dans le lit. Et c'était Oui. arrivé à un copain de mon père qui avait surpris sa femme avec le gars qu'il connaissait et il voulait le tuer. Et ben la loi, enfin, ils n'auraient pas pu le poursuivre. Ça aurait pas été répréhensible, tu te rends compte? Ils ont donc aboli cette loi il y a 60 ans. Donc Ouais, c'est c'est pour dire fou, hein. comme quoi les choses évoluent. Et ça, c'est quelque chose qu'on C'est pouvait. Ouais, et c'est tellement, enfin, ça paraît tellement archaïque, quoi. Oui, c'est Enfin, ça. ça mérite pas la mort, quoi. Bah Et ouais, je pense mais qu'il faut arriver à se détacher de certains préceptes. Faut savoir que le livre des esprits, il a quand même été écrit. Alors, déjà d'une part, il faut pas oublier alors ça, c'est quelque chose que moi-même, j'avais tendance à oublier. Le livre des esprits, certes, c'est les réponses, les questions et les réponses des esprits, mais il y a quand même l'écriture, et en grande partie, c'est Alan Kardec qui a remanié certaines choses. Donc, on ne peut pas enlever qu'il a influencé, qu'il le veuille ou non, même si je ne doute pas de son travail je pense qu'il a fait. On ne peut pas être impartial. Donc, à l'époque, il a dû quand même influencer, je pense, certaines réponses. Et il avait un grand objectif, Alan Kardec, c'était de se défaire de tout ce qui était les charlatans, les sorciers, les voyantes, etc. Il voulait complètement s'en défaire et faire du spiritisme une science. Et ça, du coup, ça l'a, je pense, influencé à complètement renier tout le côté magico-religieux, spirituel. Donc, moi, je trouve que il y a vraiment de ça. En tout cas, je pense qu'il faut pas en être voilà, un fanatique. Il faut vraiment prendre le livre dans son contexte de l'époque. Et puis, déjà, le livre des esprits en la matière, il a fait scandale. Il a été très, très mal vu par l'Église et voilà, par les autorités. Mais en plus, voilà, enfin, ils n'auraient pas pu, je pense, de façon sérieuse, accepter au vu et au su de tous, ah oui, oui, faites de la magie, oui, oui, contactez les anges et les archanges. Non, non, il fallait quand même rester politiquement correct. Et ils le sont pourtant, ils vont à contre-courant de pas mal de choses, mais ils ne pouvaient pas aller à ce point. En tout cas, c'est la pensée que j'en ai. Alors moi, ce que je trouve merveilleux, Minette, c'est que tu es le premier de tous ceux que je connais dans ce milieu qui me répond concrètement ce qu'il pense de ce livre, réellement. Parce que j'en ai parlé à plein de D'accord. monde autour de moi, de ce livre, et je voulais absolument faire une émission parce que je trouvais ça dingue, en fait, que tout le monde dise le livre des esprits, le livre des médiums, c'est un livre qu'il faut lire, c'est un livre qu'il faut lire. Mais vous avez lu ce qu'il y a écrit dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Ça, Enfin, et je crois que certains ont passé quelques pages. ouais, Ou alors les oublient peut-être. et les Voilà, plus importants, les hein. ignorent, quoi. Les plus importants qui sont quand même en relation avec notre pratique, avec notre art, C'est quoi. ça. Tu Ah oui, vois? oui, enfin, franchement, moi je vous invite, d'ailleurs, tu as complètement raison, Alina. Moi je vous invite à, si vous voulez pas vous taper tout le livre des esprits, vraiment aller directement chercher dans un moteur de recherche et vous regardez tout ce qui a trait à la magie, aux enchantements, aux formules invocatoires. Là, vous allez vous prendre une claque, quoi. Totalement. Alors moi, je l'avais noté dans mon carnet. C'est donc la page 223, la question 551 et 552, qui est en relation avec les pouvoirs occultes, les talismans et les sorciers.
Ça Ouais, va, c'est voilà. ça. Ça va Ça, être la faut page vraiment. voilà, 223, page 223, les amis. Donc, si jamais vous avez le livre, ce serait intéressant de le lire, ce passage. De quoi Mais Oui. quand on lit ce livre, on peut se poser la question, parce que c'est vers 1857 à peu près que c'est sorti, du lien d'Hippolyte Rivail avec la religion israélite. Est-ce que c'est lié aussi à Hermès Trismégiste? Nécessairement, il a pas sorti ça de son esprit du jour au lendemain. Il y a probablement des liens et des initiations qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas recherché. Et ça serait peut-être intéressant de fouiller à fond sa vie et sa façon d'avoir abordé les choses, quoi. Enfin, c'est génial son œuvre, ce qu'il a sorti, quoi. Ouais, tout à fait, ça a été un peu, c'était un précurseur et puis lui, c'était un grand pédagogue, il a énormément fait en France, il a quand même créé les premières crèches, enfin voilà, c'était un homme qui était très scientifique, très littéraire et il a écrit un livre s'il est encore lu aujourd'hui, c'est pas pour rien, mais il faut quand même le remettre dans son contexte de l'époque parce que il n'avait pas la liberté de dire et de faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, est-ce que Alan Kardec, il l'écrirait de la même manière? Il y a, pour ceux qui seraient curieux, il y a eu un nouveau livre des esprits qui avait été sorti, mais par une autrice, honnêtement, je ne l'ai jamais lu. Je pense que je le ferai un jour par conscience, spirituelle et professionnelle, mais voilà, honnêtement, je pense pas qu'elle avait. Je doute qu'on puisse avoir la rigueur d'Alan Kardec et surtout lui, il s'est intéressé. Il a eu plein de médiums, plein d'esprits, donc c'est la somme d'un gros travail aussi. Donc ça, voilà. Mais il y a un nouveau livre des esprits. Je ne sais pas forcément les différences qu'il peut y avoir. Ça, par contre, c'est à explorer. Oui. Mm. Voir le avant-après. C'est ça. Alors tout à l'heure, justement, je te posais une question que tu trouvais très pertinente et que tu adorais répondre. Donc, Oui. avec quel type d'outils on peut pratiquer le spiritisme? Alors, c'est vrai que ça, c'est une question que j'ai énormément explorée parce que j'ai fait énormément de recherches historiques sur est-ce qu'on utilisait les cartes à jouer, le tarot, pour communiquer avec les esprits. En fait, j'ai découvert un nombre, mais peut-être incalculable, d'objets. On peut tout utiliser. Ça va de trompettes spirites, des sortes de cônes, de grands cônes où on écoutait, on entendait les esprits qui se manifestaient. Les médiums parlaient dans une sorte de grande trompette. On peut utiliser aujourd'hui, en tout cas, des objets. Il y a beaucoup la TCI, donc la transcommunication instrumentale avec des téléphones, des ordinateurs. Il y a même des gens qui utilisaient, par exemple, ça m'avait beaucoup surpris, des vieilles télés. Vous savez, qui font la neige, on appelle Tout ça. à fait. Ouais. Et donc, les esprits peuvent apparaître ou envoyer des messages dans la neige du téléviseur. On peut, en fait, tout ce qui a trait au hasard, vous pouvez Les utiliser postes radio aussi, ça se faisait aussi. des postes radio complètement. Vous mettez sur une fréquence qui n'est pas utilisée et vous posez vos questions. On peut utiliser une simple bougie. On peut utiliser une bougie même, pourquoi pas, avec des épingles. On peut utiliser des animaux. Par exemple, il y a une technique de divination qui est assez ancienne. Je crois que ça s'appelle l'alectomancie, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un doute. On mettait, vous savez, un coq ou une poule au milieu d'un cercle avec plein de lettres et on met un grain ou plusieurs à chaque lettre et on laisse l'animal picorer chaque endroit et ça vous donne petit à petit apparemment des mots, des noms, etc. On peut utiliser, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Steph, des miroirs. La Ouais. technique de la cristallomancie avec les boules de cristal. On peut utiliser les feuilles de thé. Ça, je l'ai utilisé, c'est relativement efficace. Les feuilles de thé, le marc de café, tous les procédés divinatoires, on peut les transformer en quelque chose de spirit. Les pendules. Le chat, comme dans la droite voisine, quand elle prend son chat et qu'elle se concentre. Ah oui, je ne connais pas. Ah, tu connais pas? Il faut que je te Non, donne du le tout. lien.
Il est Ah génial oui, ce film. C'est le ah premier oui, film en fait qui a inspiré Ma sorcière bien-aimée, d'accord. 1854, avec Kim Novak, qui après a joué dans La planète des singes, elle faisait la guenon de D'accord. Cornelius. Et c'est une actrice géniale, quoi. Elle a fait des tas de films surprenants. Et c'est avec Jon Stewart. Et en fait, il y a Philippe Clay. Alors, ils vont dans une boîte de nuit de sorciers, de vrais sorciers, à New York. Enfin, tout le film est foufou et en même temps très amusant à regarder, quoi. Ah bah oui, L'adorable ça c'est... voisine. Oui, Et je alors, note parce celle que... qui double la tante, figure-toi, c'est l'actrice française qui double Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur, qui fera la voix d'Andorra dans Ma sorcière bien-aimée. Elle a fait des doublages de sorcières, ce pauvre. Ah oui, c'était son rôle. Voilà. Ah ça c'est pas... Eh ben, je note parce que je connaissais pas du tout. Ah, et puis tu vas t'éclater. C'est un film amusant. Et en fait, elle perd ses pouvoirs à la fin parce qu'elle devient amoureuse. Donc, mesdames les Hmm, sorcières, ne devenez jamais amoureuses. Vous perdez c'est vos ça. pouvoirs. Ça revient souvent, ça. Hein. Tu tombes amoureuse, tu perds tes pouvoirs. C'est fou, ça, quand même. Hein. Euh, Ah oui, hein, quand même. C'est vrai. Donc, Enfin voilà, un petit ouais. peu, il y a énormément de techniques, hein, vraiment, c'est très, très divers. Et tout ce qui a trait au hasard, aussi, je disais hein, tout à l'heure, on peut détourner n'importe quel objet pour faire donc de la divination. Puis voilà, au spiritisme, il y a vraiment un lien très ténu entre spiritisme et divination, parce qu'on peut obtenir des réponses, mais de façon très, très large. On peut demander un signe, on peut utiliser de la cire fondue. Enfin, il y a énormément de techniques. C'est assez infini. Moi, j'avais beaucoup apprécié, ben, je vous en parlais tout à l'heure, des mains spirites, donc qui a inspiré le film d'horreur La Main. En fait, la main spirit, plusieurs personnes mettaient la main sur une sorte de main en plâtre ou en plastique hein, aujourd'hui. Et en fait, ça fait le même système que le télégraphe. Donc en fait, un coup pour oui, deux coups pour non. Donc ça fait un clac-clac D'accord. en touchant la main. Donc oui, c'est assez infini et les techniques, elles sont... alors parfois, c'est des techniques qui sont liées aussi à la magie, à la prestidigitation. Donc, c'est des choses qui sont potentiellement truquées. Donc, ça, c'est pareil, il faut arriver à s'en défaire. Mais oui, vraiment, il y a des trucs complètement infinis hein, pour communiquer avec les esprits. Alors, comme on parle de spiritisme etc., il y a un truc assez surprenant et vraiment génial à connaître. En fait, vous savez que l'Esprit Saint, donc dans la Trinité, c'est ce que les chrétiens parlent d'Esprit de Dieu. Mais en fait, ça traduit tout simplement un concept que les Hébreux appellent rua, en grec pneuma, et en latin, ça a donné spiritus. Et ça fait référence au phénomène du vent. Et quand on parlait de vortex tout à l'heure, du vent qui se soulevait. Donc c'est l'Esprit Hmm. Saint en fait. Donc le lien à faire entre l'eau, l'air, le feu et le vent, tu vois, la magie des choses, quoi. C'est assez Ouais, tout incroyable. à fait. Ouais, complètement. Il y a aussi Robert qui dit quelque chose d'assez pertinent. C'est vrai que quand on pense à la main dans La famille Adams, la chose, bah, ça peut avoir un lien. Ah, eh ben, pourquoi pas? Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, Oui, c'est en le plus, eux, principe. ils sont très victoriens d'ailleurs, en plus dans leur approche. Il y a même un moment où ils font une séance, je crois, dans un des films. Et Ouais. d'ailleurs, j'y pense, pour ceux qui ont déjà été dans les magasins de jouets ou qui ont vu la pub, il y avait un objet qui s'appelait le tourne-main. Si je dis pas de bêtises, c'est une sorte de main robotisée qui je pense, est très inspirée de la main de la famille Adams. Hein. Et elle tourne, et le but, je crois, c'est qu'elle indique telle ou telle chose. Ça, par exemple, je suis sûr que en mettant des petits papiers autour, on peut s'en servir comme un objet spirit. Pourquoi pas? Hmm. Vous savez de quoi ça vient, la main? Il y avait un roman qui s'appelait, un roman de Gérard de Nerval, qui était un praticien franc-maçon, qui a été retrouvé mort, suspendu en forme de croix nue, probablement sacrifié suite à un rite franc-maçon. De son vrai nom, c'était Lajoigny. Je dis ça parce qu'en fait, il était de Brive, donc où je suis. Et il avait écrit un bouquin qui s'appelait La main enchantée, donc qui est un conte qui raconte l'histoire en fait d'un pendu, quelqu'un qui avait été pendu parce qu'il était voleur. Et donc, on lui avait coupé la main. Et cette main, suite à un rite magique, etc., donc c'est l'histoire qui raconte ça, était une main magique et qui permettait d'ouvrir les portes.
Donc c'était quelque chose de magique et ça permettait de voler. Et c'est l'histoire de ce roman. Et ils avaient fait une dramatique assez sympathique à regarder dans les années 60 que j'avais et que j'ai en DVD. À avoir, c'est vraiment génial à regarder comme histoire. La main enchantée. La main Et je enchantée, pense je que ne le connaissais mythe pas. vient de là, en fait, de cette histoire de main. Ah bah, il y a toujours eu ce truc, oui, avec la main. C'est vraiment un symbole apotropaïque assez ancien. Ça me fait penser à la main, et ben, les mains de gloire, où Oui. vraiment c'était C'est des ça, mains de c'était une main de pendu. gloire, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est inspiré de la main de gloire, avec la Voilà. main de pendu, qui permet d'endormir les propriétaires des maisons pour les voler. Voilà. Waouh. Alors, on va passer peut-être à ton livre. Oui. Alors, comment as-tu eu l'idée d'écrire ce livre? Alors, comment te dire que à la base, je n'avais pas prévu de l'écrire. Faut être honnête, c'était pas prévu parce que moi j'ai eu une pratique, mais finalement que je gardais pour moi. Je partageais assez peu là-dessus. J'estimais qu'en fait chacun faisait un peu à sa sauce. Et je pense que c'est toujours le cas, et c'est très bien. Mais en fait, on m'a posé mais tellement de fois la question, et en fait, il y a eu une fois de trop. Mais dans le bon sens, hein, attention, ça a été un peu le déclencheur. Plein de gens me disaient, mais j'ai vu que tu utilisais les cartes, machin, tu communiques avec les esprits, mais comment tu fais? Est-ce que tu as des livres? Est-ce que tu connais? Et à chaque fois, je me trouvais bête à dire, ben non, j'ai pas de livre à te recommander, faut juste que tu saches tirer les cartes et que tu aies des notions de spiritisme. Mais en fait, il n'y a jamais, je n'ai pas trouvé de livre sérieux. En tout cas, j'ai vu plein de petits ouvrages et j'ai lu pas mal de petites choses, mais qui n'étaient pas très intéressantes et qui parlaient de ce sujet d'utiliser les cartes comme outil pour communiquer. Et finalement, je me rappellerai toujours une personne qui est venue en message privé Instagram et qui m'a redemandé cette question et je lui ai dit, écoute, bah, ça m'attriste, j'ai pas de livre à te recommander, mais tu sais quoi, je crois que je vais l'écrire. Et je me suis donné un an. Je me rappelle qu'on était en janvier 2022 et je m'étais donné un an pour l'écrire et pour euh, voilà, tout compulser, tout travailler, tout voilà, bien travailler le bouquin pour qu'il soit utile, sérieux et que les gens puissent vraiment s'approprier le système que je livre et qu'ils puissent l'approprier à n'importe quel jeu. Et voilà, en février, il est sorti et j'ai pu du coup voilà, échanger et donner toutes mes techniques et que les gens aient enfin la ressource que j'aurais. Moi, en fait, quand j'écris et quand je partage du contenu, c'est toujours le contenu que j'aurais voulu avoir quand moi-même j'ai eu cette question-là. D'accord. Alors là, on va lire un petit peu le résumé, la présentation de ce livre pour que les enchanteurs puissent un petit peu comprendre où Oui. tu veux nous emmener dans ce merveilleux livre. Donc tu nous dis ceci. Envie de percer les secrets de l'au-delà? Ce livre est pour vous. Découvrez comment lire les cartes et communiquer avec les esprits grâce au tarot, aux cartes à jouer et aux petits normands. Développez votre médiumnité, apprenez à vous protéger et menez une séance dans les règles de l'art. Alors là, mon très cher Midnight, est-ce que tu peux un petit peu nous développer ce qu'est mener une séance dans les règles de l'art sans pour autant spoiler le livre, hein, bien sûr. Non, non, bien sûr. Eh ben, en fait, il n'y a pas de séance typique dans le sens où chacun en fait doit adapter. Et d'ailleurs, j'insiste beaucoup hein, dans le livre sur le fait qu'il faut adapter à vos croyances. Moi, je le fais dans un point de vue. Moi, j'utilise beaucoup les prières d'Alan Kardec. Et finalement, il faut que vous utilisiez vos prières, vos protections. Hein. Ça, c'est quand même très important de se protéger avant et après la séance. Et donc ça, c'est déjà la base. Il faut d'abord pouvoir et savoir se protéger. Et puis, faut se mettre déjà dans une ambiance particulière. Donc, il faut être purifié, il faut être dans le calme. Moi, j'invite les gens à le faire vraiment dans un moment de détente. Et si possible, au début, essayer de se faire aider si on peut. Essayer de le faire à plusieurs, ça permet de prendre un peu plus de recul. Et je dis aussi que finalement, une séance, ça peut être très simple. Il suffit voilà, d'avoir de quoi noter, avoir son jeu de cartes, et puis voilà quelques petits objets, voilà des bougies, de quoi se protéger, voilà n'importe quel
objet qui nous fait office de protection. Et on se lance, en fait. Et une séance dans les règles de l'art, c'est vraiment ça. C'est de la protection. C'est de la... c'est vraiment pas un but frivole. Il faut pas y aller pour le faire bêtement et poser des questions bêtes. On est là pour vraiment entrer en contact, poser des questions, communiquer avec des défunts, alors parfois des proches, parfois non. Parfois communiquer avec ces esprits personnels, ces esprits de la chaîne spirituelle, ces ancêtres. Et finalement, il faut essayer de le faire le plus sérieusement possible. C'est peut-être ça le plus important aussi. Donc en plus, en même temps, ça répond aussi à la question dans le chapitre 7, qui est pourquoi on utilise les cartes. Pourquoi tu utilises les cartes ? Bah, tu réponds. Hein. Ça permet aussi de se détendre. Et comme tu expliquais aussi tout au long de l'émission, au niveau de la planche Ouija, c'est vrai que ça peut être stressant, la planche Ouija notamment, l'écriture automatique aussi, parce que comme tu expliques, le cerveau humain déteste le vide et l'absence de contrôle. Donc le fait d'utiliser les cartes, ça amène une certaine quiétude. Ah, complètement. Enfin, je trouve que c'est un peu la technique rêvée pour les gens qui ont du mal à se détendre et à se mettre dans un état de conscience modifié, en fait. Parce que c'est ça, finalement, qu'on essaye d'atteindre en faisant de la magie, du spiritisme, parce que c'est le seul moyen de se mettre en contact avec l'au-delà, avec l'autre monde. Et comme tu dis, hein, comme tu cites le livre, le mental veut toujours prendre le dessus. En fait, la difficulté dans le spiritisme, c'est pas de communiquer avec les esprits, c'est vraiment d'arriver à ne pas tout mentaliser et à ce que l'inconscient ne parle pas. On veut pas écouter son inconscient pendant une séance de spiritisme. On veut écouter les esprits en eux-mêmes. Et les cartes, elles agissent vraiment comme un relais. Et elle pose vraiment les choses. Et puis c'est un outil aussi, c'est un autre avantage que j'ai pas forcément évoqué, je crois, mais on a un imaginaire, qu'on le veuille ou non, on a un inconscient collectif autour de la planche Ouija, et les cartes n'ont pas cet a priori. Elles n'ont pas du tout ce truc de se dire waouh, elles sont dangereuses, elles peuvent machin. Non, elles sont ce qu'elles sont, c'est des simples bouts de carton colorés, et elles permettent de vraiment ne pas se... Comment dire, ça permet de se détacher du support. Elles redeviennent un simple outil. Et ça, c'est quand même très important. Alors, je sais pas si tu as vu le dernier film d'horreur qui est sorti sur les cartes de tarot. Si. Oui, justement, non Je l'ai vu. Ah, je l'ai pas encore vu moi, mais moi on parle moi beaucoup. pas, non. Toi non plus? Ça s'appelle comment? Je sais plus le nom, mais c'est des jeux de les tarot. cartes du mal. Oui, voilà, les cartes du mal. D'accord. Voilà, ça résume bien le film et vous vous doutez de sa qualité. Voilà. Hollywood à mort. Donc, bon. J'appelle ça les films de 11 heures. Tu sais, tu regardes ça quand t'es fatigué et que tu veux pas trop réfléchir. Exactement. Vraiment, vous faites ça en faisant la cuisine, c'est très bien. Voilà. La carte de la Le jeu mort, est très beau. Oui, À c'est part vrai. ça. J'ai vu des extraits, effectivement, les cartes sont magnifiques, mais alors par contre, quand elles prennent vie, notamment quand on voit la mort arriver, etc. Ah, c'est oui. ouais. D'accord. C'est des cartes qui prennent vie, en fait. Le but ça. de l'histoire, c'est qu'ils sont tous en train de jouer au jeu de tarot, en fait. Mhm. Et en fait, les cartes prennent vie. Donc, ils vont tirer des cartes qui vont prendre vie et puis ils vont leur arriver plein de trucs. Donc, c'est pour ça, quand Midnight disait oui, le jeu de cartes, c'est quelque chose de beaucoup plus zen, machin et tout par rapport à la Ouija, bah, en fait, dans le futur, peut-être que ça va devenir encore plus glauque, quelque part. Oui, j'espère que personne ne va s'en inspirer. Le film a fait un bide, hein. Il n'a pas eu un grand succès, donc j'ose espérer que les gens ne vont pas le prendre en exemple comme étant le nouveau mauvais truc qu'il faut diaboliser. Mais c'est vrai que et puis honnêtement, tout connaisseur, même amateur du tarot, ils arrêtent pas de dire oui, je vais faire un horoscope avec le tarot, mais on fait pas un horoscope avec le tarot. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont fait un peu sauter au plafond, hein, donc bon. Il faut tout Voilà, pour faire mais un monde. c'est à voir. Je suis en train de voir un commentaire, le pire film de l'année. Ah bah voilà. Il fallait le sortir. Ça mérite le jingle, attention. Ça mérite le jingle. Le pire film de l'année quand même, les amis. Les murmures de l'étrange. Donc C'est voilà. parfait. Ouais, tu as vu, hein. On a un super jingle avec cette émission. Alors donc, Oh oui.
c'est magnifique parce que justement, tu nous ouvres les portes autour d'une pratique, d'un art qu'on ne connaît pas forcément bien, notamment autour des cartes et du spiritisme. Parce que, enfin, c'est vrai qu'on on se tire les cartes, on pose des questions à nos cartes, naturellement, on fait tout ça, mais en fait, on n'a pas réellement la vision de se dire c'est en lien avec les esprits, quoi, qui peuvent nous répondre, tu vois. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on n'a pas du tout. Et puis, le tarot n'a jamais, à ma connaissance, hein, encore une fois, n'a jamais été enseigné de cette manière. Il n'a jamais été connoté de cette manière. Enfin, le tarot, c'est pour voir l'avenir, c'est pour de la guidance, c'est pour. Alors, on fait tout un tas de choses avec le tarot, mais ça n'a quasiment. J'ai trouvé, on va dire, les premières traces de personnes qui utilisaient les cartes dans un but spiritisme et médiumnique dans les années 60-70, pas avant. En tout cas, j'en ai pas trouvé trace avant. Et je pense il y a probablement, très probablement, des gens qui l'ont fait, hein. Ça, j'en ai aucun doute, mais en tout cas, ils ont laissé aucune trace. Donc, il faut simplement apprendre à modifier légèrement son système. En fait, c'est très simple. Il faut juste que vos significations, qu'on a tous, hein, on a tous notre façon de tirer les cartes, nos interprétations, il faut juste arriver à les transposer à une communication avec un esprit. Un esprit qu'on connaît ou pas. Ou pas. Voilà, complètement. D'ailleurs, c'est aussi efficace l'un comme l'autre. J'ai développé pas mal de tirages dans le livre où vous pouvez autant faire des tirages pour des gens pour des esprits que vous ne connaissez pas du tout. Et donc, il y a des cartes qui vont vous permettre de savoir à qui vous vous adressez. Et donc, bah, vous tirez, je sais pas, la carte du 3 allez, le 3 d'épée. Vous êtes face peut-être à un esprit qui est en souffrance, un esprit qui n'est pas apaisé. Donc, ça vous permet de tout de suite comprendre à quel esprit vous faites face. Et aussi de potentiellement stopper la séance ou au contraire de pouvoir aider cet esprit par la prière ou par voilà, la transmission d'un message. C'est pour ça que c'est aussi efficace, je trouve, les cartes. C'est extraordinaire ce que tu expliques, hein, parce que tu vois, je lis un petit peu le résumé de ton livre. Tu nous dis qu'on peut décrypter via la signification des 70 cartes de Tarot de Marseille. On peut appréhender les 50 de cartes classiques, connaître les symboles des 36 cartes du petit Lenormand. Tout ça en relation avec une guidance reliée aux esprits en fait, qui nous entourent. On pose des questions, les esprits nous répondent. C'est dingue. C'est ça. Ouais, franchement, alors, il y a aussi une autre chose que je voulais dire, c'est vraiment, comme tu dis, Alina, là, les 3 systèmes que tu as cités, c'était très important pour moi que ce soit ceux-là. J'ai failli faire Cartomancie Spirit et faire un livre plus généraliste, mais je me suis dit, finalement, c'est peut-être les 3 jeux parmi les plus utilisés dans la divination. Donc, il faut que je m'appuie sur ceux-là. Et puis, de toute façon, c'est ceux que je connais le mieux. Donc, au final, ces préceptes-là, certes, je les ai développés pour le tarot, les cartes à jouer, le Normand. Mais on peut les appliquer, et d'ailleurs je le fais, je l'applique à n'importe quel oracle, n'importe quel jeu de cartes. Il suffit de simplement modifier légèrement la façon dont on les tire. Là, ce sera pas je tire, je sais pas moi, allez, tiens, j'en tire une, le chariot, et ben ce sera pas l'avancement, le machin. Si c'est par exemple une carte qui désigne un esprit, et ben l'esprit, c'est un esprit qui avance, c'est un esprit qui a connu peut-être, alors ça dépend du contexte, hein. Là je vous donne des exemples, mais si je tire le chariot, que ça représente un esprit, c'est un esprit qui est en train d'avancer au niveau spirituel, qui évolue. Ça peut être un esprit qui est, par contre, était lié aux voitures. Ça peut être très pratico-pratique, hein. On voit un chariot, il y a des roues, c'était peut-être un conducteur, c'était peut-être, je sais pas, un chauffeur de taxi, etc. Ça peut être vraiment très efficace. Le Normand, c'est l'un des plus simples à appréhender. Parce que c'est du tac au tac. Ah oui, chien, fidélité. Lys, pureté.
ou vieillesse. Le cœur, ah bah tiens, c'est l'amour. Ah tiens, je parle avec ma grand-mère, ma grand-mère préférée. Elle adorait, je sais pas, les trèfles à quatre feuilles. Bah tiens, je tire le trèfle. Enfin, c'est super, c'est du tac au tac. Oui. Donc les systèmes, voilà, avaient leur importance aussi. Alors, j'avais une question aussi à te poser. Quand on a peur justement des esprits, Mhm. naturellement, est-ce que cette méthodologie peut permettre justement de mieux appréhender tout ça? Moi, je pense qu'elle peut aider. De toute façon, ça ne, ça passe par un biais tellement différent et surtout habituel. On voit tout le temps des gens tirer les cartes, donc il n'y a Mm. pas le côté effrayant, encore une fois. Et finalement, moi, je pense que ça peut aider à se défaire du fait que ouais, contacter les esprits, c'est dangereux, c'est machin. Non, non. C'est simplement une affaire de technique, une affaire de temps, une affaire de patience. Et il suffit juste voilà, d'apprendre ces significations. Et c'est très clair. Vous allez voir tout de suite. Alors, il ne faut pas aussi tomber dans le travers, tu as raison de le souligner, il ne faut pas tomber dans le travers on tire la carte du diable, c'est un mauvais esprit. Ça, d'ailleurs, je l'ai noté dans le livre. Il ne faut pas foncer dans ce truc-là. Il faut simplement se dire, l'esprit, là, il n'est pas bien. Il a enchaîné, il y a quelque chose de pas bien. Et de toute façon, ça permet aussi, ça c'est quand même un gros avantage, parce que on veut tous travailler son intuition, son ressenti. Les cartes, elles vous servent à la fois de messager, c'est un peu votre outil, c'est comme si vous aviez un téléphone en fait, le, les cartes, et ça vous permet, euh, votre ressenti va vraiment vous aider à voir si telle ou telle carte vous apporte un esprit qui est bien, vous allez vous sentir très bien. Un esprit qui est malveillant, vous allez vous sentir oppressé, vous allez avoir des frissons, c'est très particulier. Donc ça marche de pair et ça permet, à mon sens en tout cas, d'affûter sa pratique de la médiumnité. Alors, quand on commence justement un tirage justement pour communiquer avec eux, est-ce qu'il y a un protocole à faire avant et après? Tu sais, un petit peu comme avec la Ouija, où Mhm. à la fin on dit je vous remercie, on arrête maintenant, enfin tu vois, on enlève la goutte, etc. Il y a toute une Bien sûr. méthodologie. Il y a la même chose aussi avec le Il y a une tirage? méthodologie, alors qui est propre à chacun. Moi, j'en ai livré une, j'ai livré la mienne. Oui. Et il faut avoir déjà, il faut réciter les prières, il faut se protéger, et ensuite il faut accueillir l'esprit. Alors, si c'est un esprit déterminé, l'idéal c'est d'avoir un objet, une photo, quelque chose pour vraiment se connecter. Et puis, il faut aussi avoir son jeu de cartes. Il faut, ça c'est une condition qui me paraît vraiment indispensable, il faut maîtriser son outil. Il faut connaître par cœur le jeu qu'on va utiliser. L'approximation, je ne le recommande pas. En fait, vous allez être dans le stress sinon. Mm. Donc, il ne faut pas être dans cet état d'esprit-là. Et je dirais que le protocole, c'est vraiment de se mettre en condition. On appelle l'esprit, alors si c'est un esprit particulier, on l'appelle, et sinon on accueille gentiment les esprits, les bons esprits, on le précise, et on pose la question. Et par les sensations, par le brassage des cartes, donc là, il faut vraiment prendre son temps, encore plus. Déjà, il faut le prendre quand on fait un tirage divinatoire, mais là, c'est d'autant plus important que ça vous permet de prendre en main, si je puis dire, l'esprit qui va arriver et lui aussi va vous répondre. Et il faut pas hésiter à bien expliquer. Esprit, aujourd'hui j'utilise le tarot, et s'il te plaît réponds-moi par les cartes, par leur signification, par leurs symboles, explique-moi voilà telle ou telle chose, décris-moi ta vie, euh, qui es-tu, enfin voilà. Et ensuite, quand on a terminé la séance, moi, j'ai pour habitude, moi, j'ai plein de petites mimiques, forcément, quand je tire les cartes. Moi, je coupe mon jeu et j'interprète. Je mélange bien mon jeu et je tire une à une les cartes. Je retourne tout d'un coup. Voilà, j'ai mes mimiques à moi. Et à la fin, voilà, je remets mon jeu en ordre et je remercie l'esprit de s'être communiqué à moi. Et ensuite, on fait les prières où on ferme la porte. Et là, la séance est levée, si je puis dire. D'accord.
Alors tout à l'heure, Midnight a dit les bons esprits. Et c'est vrai que dans la doctrine de Kardec, il existe les esprits imparfaits, les bons esprits et les esprits purs. Mhm. Et quand on parle de bons esprits, eh bien on parle d'esprits bienveillants, d'esprits savants, d'esprits sages et d'esprits supérieurs. Bien C'est ça. évidemment, si on communique avec des esprits qui ne sont pas des défunts qu'on connaît, hein, ce sont des Oui. esprits de l'autre monde. On est Tout à d'accord. fait. Il y a vraiment cette notion de bons esprits. Alors, j'ai envie de dire qu'on vise toujours à avoir les bons esprits. Et c'est pour ça que les prières sont importantes. Mais fatalement, il y a des esprits. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais comme tu le dis, il y a une sorte de classification qui est issue de Kardec. Et du coup, on va avoir des esprits imparfaits, des esprits perdus, des esprits un peu moqueurs, des esprits qui vont essayer de se jouer de vous, parfois des esprits négatifs et qui veulent vraiment euh, vous faire, oui, vous faire du tort, mais ils sont finalement assez rares tant que en fait, la pensée est tout dans le spiritisme et c'est très important de se mettre dans un bon état d'esprit, de le faire dans le respect. Comme ça, vous êtes à 90% sûr que vous attirez de bons esprits. Après, c'est pas, voilà, vous avez toujours la possibilité qu'un esprit inférieur vienne se présenter à vous. Mais comme dans la vie, vous allez tomber sur des gens très bien dans la rue et sur des gens moins sympas. Et c'est normal. Et il faut l'accepter et il faut pas en avoir peur. On peut toujours se défaire d'un esprit. On peut toujours le faire partir. Et il faut bien se dire que les Warren, c'est de la connerie. Les possessions et les trucs à la exorciste, c'est les trois quarts du temps du bullshit. Voilà, les esprits, ils peuvent vous enquiquiner. C'est très pénible, mais on peut toujours s'en défaire, toujours les éloigner. Et finalement, c'est plus eux qui devraient vous craindre que l'inverse. J'avais une question à te poser, Midnight. Suite Oui. à la sortie de ton livre, t'as pas eu de retour de personnes, tu sais, qui ont des chaînes YouTube et qui font du paranormal en utilisant tes méthodologies justement pour contacter des esprits? Écoute, non. Non, du tout. Après, je peux l'entendre dans le sens où c'est peut-être pas la technique la plus Instagrammable, c'est pas la technique la plus pratique et ouais, je suppose qu'il y a de ça et puis oui, mais non, non, du tout. Parce que je pense vraiment que ce serait de magnifiques vidéos d'enquête à faire hein, dans des lieux habités que de prendre Ouais, tout à justement fait. ta méthodologie, même te voir toi, pourquoi pas faire ce genre de choses? T'as Ben jamais, écoute, pourquoi pas, j'y avais jamais pensé, mais Parce que moi je écoute, pense à c'est ça de vrai que suite. Hein. ce C'est- serait intéressant. C'est vrai qu'on voit beaucoup, bah oui, les enquêteurs paranormaux avec Voilà. des pendules, avec des outils informatiques, mais oui, à ma connaissance, jamais de cartes. Ouais. Ils prennent aussi, tu sais, les baguettes de sourcier, les choses comme ça. Oui, Donc tout à fait. pourquoi pas les cartes, quoi. Ben oui, comme tu dis, pourquoi pas? Et je pense que Je ça retiens. pourrait être très intéressant. Tout à fait. Oui, Ghostbusters. Oui. Mais tu sais que je l'ai dans ma platine en plus. Hein. Si tu veux qu'on la mette, il n'y a pas de Ah, souci. Hein. Donc, à réfléchir, Midnight. Ça se trouve, tu vas oui. créer quelque chose de nouveau. Ah oui, ah bah écoute, voilà, tu m'auras peut-être soufflé un concept. Ouais. Et bah écoute, si tu fais ça, tu me tiens au courant parce que je veux être la première à voir ça. Hein, Ah vraiment. ben j'ai Ah une bah, Moi idée. aussi. Vous savez quand ce que vous même. allez faire? Vous allez, parce que tu voulais aller au château de... De Fougeray. Oui, et ben Mhm. tu emmènes Midnight avec toi et vous faites ça là-bas. Ouais, avec Roxane. On avait dans l'idée justement d'aller au château de Fougeray avec Eh ben voilà, Roxane. vous voyez, une idée comme une autre. Eh ben Donc, écoute, Et on vous va voir filmez ça en plus. s'il est bien hanté ou pas. aussi, oui. Et moi, je peux y venir aussi parce que je suis à 100 km à peu près, hein, c'est pas loin de chez moi. Ah, Donc, et moi, je me mettrai dans mon coin la nuit, puis j'essaierai de voir si je ressens des entités. Puisque j'en vois des fois, donc je pourrais peut-être voir quelqu'un là-bas. pourquoi pas? T'imagines? 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 Alors là, j'aurai la chair de poule une deuxième fois, là, parce que... Oh là là, Ah, on va faire Scooby-Doo, exactement, c'est la bande à Scooby-Doo. Il ne manquera plus que la le chien Mystery ou le chat. Machine. On Et, prendra ton chat, Aline. et comme dit Ekaya, en direct à la radio. Vous imaginez, Voilà, on en fait ça plus. avec le direct en Ah, radio. ça. Moi, j'adorerais, hein, je peux te le dire. Ah bah écoute, à retenir. À Voilà. revenir. Une option. Ouais. Donc, les amis, surtout, vraiment, découvrez le livre de Midnight Omen qui s'appelle Cartomancy Spirit,
communiquer avec les esprits par le tarot, les cartes à jouer et le normand. Si effectivement vous souhaitez un petit peu développer cet art magique autour du spiritisme notamment. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce livre. On passera le lien pour pouvoir avoir le lien pour pouvoir l'acheter, le découvrir un petit peu plus en détail. Comme on dit chez tous les bons libraires. Tout à fait. Tout à fait. Un petit mot de la fin, Midnight, avant qu'on passe à la suite de l'émission? Eh ben déjà, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été un plaisir de parler de mon livre. Je dirais en mot de la fin, déjà, je remercie aussi tous ceux qui m'ont fait confiance et qui ont acheté le livre, qui l'ont lu, qui l'ont apprécié. Je remercie aussi tous ceux qui me l'ont inspiré et qui me l'ont, qui m'ont poussé enfin à l'écrire, qu'ils le pensent ou non. Et vraiment, n'ayez pas peur de communiquer avec les esprits, travaillez, renseignez-vous, faites-le sérieusement. Et moi, je suis sûr que oui, il y a un risque, mais vous avez aussi le risque de vivre des expériences franchement impressionnantes, des contacts fabuleux. Et vraiment, c'est une pratique qui est super intéressante, que ce soit avec les cartes ou autre chose. Donc, vraiment, n'hésitez pas et ne soyez pas effrayés par tout ce qu'on peut vous dire. Expérimentez vous-même. Et ben voilà, poussière d'étoiles. On va faire une petite pause musicale, on va mettre Ghostbusters, hein, et puis oui. on revient pour la suite et la fin. Eh oui, on revient pour la suite et la fin avec la chronique de Steph. Ok Steph? Ça marche. Tu restes avec nous, Midnight, hein? Oh, bien sûr, je reste avec vous. Allez, petite pause. Donc il est 22h35 les amis, hein, et vous êtes toujours donc dans les murmures de l'étrange en compagnie de Steph et de Midnight. Recoucou les amis. Recoucou. Donc là on vient de finir la première partie de l'émission autour de l'univers et de l'ambiance du livre de Midnight, et maintenant on passe à la chronique de l'étrange avec Steph. Donc Steph, de quoi tu vas nous parler ce soir? Alors, je vais vous parler d'un reportage que j'ai regardé qui était assez intéressant sur tout ce qui est spiritisme, contact avec les esprits. Et il y a des scientifiques de l'université de Fribourg en Allemagne qui ont fait des recherches un peu poussées avec des appareils et tout ça pour savoir ce qui était scientifique et qui ne l'était pas. Et donc voilà, et je vais conclure sur un peu nos capacités à tous, et on va se poser la question de savoir si on est ou on n'est pas tous si on n'a pas tous en fait des capacités médiumniques. Voilà. Sommes-nous nés médiums en fait? Voilà, c'est la grosse question, mais je crois qu'on est tous un peu en fait. Parce qu'en fait, dès qu'on touche tout ce qui est spirituel, c'est en fait, on rejoint tous nos capacités qu'on a dès l'enfance en fait, à ressentir les choses, à notre échange en fait entre le monde réel de la société et notre capacité à aimer et à appréhender les choses avec amour. Et souvent on se reçoit des claques avec l'agressivité de la société. Ça commence avec l'école, mais bon, après ça peut poursuivre sans arrêt. Donc je pense que c'est pour ça aussi que souvent on recherche, on a des quêtes vers la spiritualité, on cherche dans l'occulte pour essayer de se trouver des raisons de comprendre les choses qui nous posent question sans arrêt. Et en fait, donc dans ce reportage qui est assez intéressant que j'ai vu sur YouTube, qui s'appelle Sounds of the Dead, donc le son, le bruit des morts, c'est un réalisateur qui s'appelle Horton qui a fait ce documentaire et qui est assez intéressant, qui dure une petite heure et quelques. Et il cherche donc à obtenir des réponses. Alors il parle des fameux boîtes, les box qu'on utilise pour rentrer en contact avec les esprits ou les entités. Et ils partent tous du principe en fait qu'on a toujours les mêmes approches. En fait, on dit bonjour, on attend que on vous réponde, mais en fait, ce qui pose question, c'est de se dire en fait qu'on a rarement des fantômes qui ont une conversation directe avec vous, un peu comme fait Woody Goldberg dans Ghost, hein, où elle parle carrément aux esprits en fumant son pétard et on voit les gens. C'est rarement ça, quoi. C'est plus ou moins des recherches de réaction des entités. Et c'est un peu grâce à tous ces moyens qu'on utilise, là, dans le cas de Lucas avec les cartes, on cherche justement à développer
des voies quoi, de communication. Tout Et à en fait. fait, voilà, et c'est donc en fait ça qui est expliqué tout le long du reportage. Donc c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, ils font intervenir différentes personnes. Il y a des médiums, il y a des scientifiques, et il y a tout ça en fait qui cherche, enfin qui essaie de nous expliquer comment la communication est possible. Et c'est donc cette université allemande qui a cherché un peu à aller, puisqu'on sait que les anglo-saxons sont beaucoup plus, comment dire, tolérants par rapport au spirituel. Chez nous, le spirituel, il faut pas trop y toucher, c'est le fait de la religion. Et en fait, chez les anglo-saxons, non, ils acceptent totalement de passer par tous ces moyens-là pour essayer de comprendre la possibilité d'appréhender tout ce qui est non conventionnel par rapport au matérialisme moderne. Donc voilà, donc en fait, ils ont développé tout ça. Et dans le reportage, il se pose la question, faut-il éteindre la lumière ou pas? Donc c'est important aussi d'être en condition aussi. Évidemment, on fait rarement ce genre de communication en plein jour, parce que peut-être que nos capacités personnelles, ce qu'on pourrait appeler les chakras, hein, n'est-ce pas, les différents aspects de notre personnalité, sont peut-être moins disponibles avec la lumière qui nous accale, ou peut-être que c'est lié aussi tout simplement au nombre d'ions qu'on reçoit en plein jour, qui est beaucoup plus fort. On est bombardé par des photons et tout ça, donc c'est peut-être pas le moment idéal pour que les êtres comment dire, qui émettent une certaine radioactivité puissent se développer, s'épanouir, et on peut le faire peut-être plus facilement la nuit. Donc c'est peut-être ça aussi qui permet ces capacités. Donc c'est ça qu'ils veulent dire dans ce reportage. On se pose la question en fait si c'est important de faire ça toujours dans une certaine ambiance, une obscurité, ou alors un lieu aménagé avec des bougies ou autre. On sait que les bougies, si on en met trop aussi, ça peut provoquer des hallucinations, ce qui peut être aussi un moyen de provoquer les visions. Et donc voilà, dans ce truc-là, c'est assez intéressant. Il développe ça tout le long. Donc je vous conseille de regarder ce reportage. Et alors, vers la fin du reportage, ils vont dans le sens en fait de se poser la question de savoir en fait, puisque c'est pas tout le monde qui est en capacité de développer ces aptitudes médiumniques, de savoir est-ce que ça serait pas lié tout simplement au fait que dans les vies qu'on a, souvent, on s'aperçoit quand on parle entre nous, on est des gens assez réservés, on est des personnes assez réservées qui ont une appréhension peut-être beaucoup moins extravertie que les autres enfants. On a tendance à être plus refermé sur soi, vouloir réfléchir, peut-être pour éviter aussi, parce qu'on n'est pas le cahier de la classe avec des gros muscles, de s'en prendre une. Et ça, peut-être, ça pousse aussi vers une certaine une capacité à développer d'autres aptitudes non conventionnelles. Et donc, on s'ouvre avec nos 5 sens au son, on écoute beaucoup, on fait la concentration médiumnique pour appréhender les choses et essayer de voir, donc avec notre vue, tout ce qui peut poser problème. Et puis les odeurs sont très importantes aussi, le goût. Et donc ces capacités-là jouent dans le sens médiumnique. Et donc c'est un concept qui a été développé dans les années 70. Alors comment dire, les sociologues parlent de concept New Age. Donc je pense que c'est un concept qui existait avant cette appréhension des sociologues. Puisqu'en fait, ils raccrochent ça en fait tout simplement aux capacités liées à tous les gens qui ont des capacités médiumniques. Mais bon, je pense que ça a toujours existé. Et c'est un auteur, Lee Carroll, donc ça n'a rien à voir avec Lewis Carroll, mais qui est un pseudo-scientifique, un occultiste, qui a développé ce concept-là dans les années 70. Alors en fait, les enfants New Age, on appelle ça aussi les enfants indigo. Et alors l'indigo, c'est tout simplement on l'utilise donc pour les enfants surdoués, les enfants en échec scolaire, parfois aussi pour des enfants qui ont une maturité spirituelle supérieure, ou des autistes, ou des enfants dyslexiques.
et qui sont souvent pas des leaders dans les groupes et qui sont beaucoup plus liés. Alors ça, c'est une chose qui était beaucoup quand j'étais dans les églises, dans les écoles religieuses. Moi, j'ai fait mes études chez les jésuites et les curés étaient beaucoup à la recherche de ce genre d'enfants. Et il y avait tout dans les cours, souvent ils appréhendaient certains domaines et ils guettaient les réactions des enfants. Et suivant les réactions, eh bien, ils se disaient, bon, ben, tiens, celui-là, il a des capacités comme ça, donc il sera peut-être plus capable de faire ça. Donc, en fait, souvent, ils recherchaient les enfants qui seraient capables de devenir prêtres parce qu'ils avaient des capacités d'appréhension des choses qui n'étaient pas le cas de tout le monde, une sensibilité. Et ça, je ne sais pas si ça se fait encore, mais enfin, à l'époque, ça se faisait beaucoup, ça. Et c'est comme ça, dans toute l'histoire du catholicisme, en fait, souvent, les enfants qui avaient des capacités d'appréhension des choses étaient utilisés pour faire des prêtres plus tard. C'est resté dans le principe à l'époque, c'est ce qui se faisait. Alors donc voilà, l'indigo en fait ça vient d'une couleur de l'Inde, donc c'est pour ça qu'on a donné ce mot du pourpre. Et 4000 ans avant notre ère, cette plante, c'était une plante tropicale qu'on ne trouvait qu'en Inde, et d'où on tirait cette espèce de couleur qui était proche du bleu nuit, du violet, donc une couleur assez chatoyante. Et il disait qu'on arrivait à décliner des couleurs envoûtantes, de couleurs nuancées à l'infini. Donc c'est resté dans ce principe-là. D'ailleurs, c'est de cette couleur que sont habillés les évêques dans la religion catholique. C'est une couleur du sacré, l'indigo. Alors, Steph, je me permets de rebondir, parce que Sophie nous dit qu'il est autiste Asperger. Donc, de ce que je comprends, en fait, les enfants indigo seraient aussi reliés aux enfants qui sont autistes Asperger. Alors, aussi, oui, entre autres, mais pas que, quoi. Mais en fait, ce sont des gens qui ont une plus grande sensibilité aux choses. Alors, c'est pour ça que souvent on dit, il comprend pas ce qu'on lui dit. Bah, si, il comprend, mais peut-être qu'il n'est pas intéressé par ce que tu lui dis. Et en fait, souvent, les Asperger ont besoin d'avoir une bulle dans laquelle il faut pas rentrer, il faut pas les déranger, quoi. Ils ont pas envie d'être enquiquinés par. Et la société, quand même, les profs sont assez invasifs. Ils veulent te transformer, faire de toi un individu comme ci, comme ça. Et les autistes souvent ne veulent pas, quoi. Ils ont une réaction épidermique et plus ou moins violente suivant les capacités à se contenir. Et donc c'est une approche de ce sociologue, quoi, le fameux Lee, qui considère en fait que c'est les enfants Asperger souvent qui ont pas mal de capacités, quoi. D'accord. Et le meilleur Asperger au monde, vous savez qui c'est? C'est le premier milliardaire de la planète. Ah, c'est lequel déjà? Le patron de Tesla. Ah bah oui. Ah, mais oui. Non, bon, Voilà. oui. Ah, je veux dire, pour un Asperger, il a sacrément bien réussi, le gars. Ah bah ça c'est sûr, oui. Elon Parce que tout Musk. simplement, voilà, Elon Musk, il a une capacité à ressentir les choses, à les appréhender et à les comprendre et à vivre dans sa bulle au-dessus des autres. Et à repousser les contingences humaines qui l'agacent plutôt qu'autre chose, quoi. Il est vraiment dans la spiritualité totale, puisque il a, je sais plus, je crois que c'est 12 ou 13 enfants, ils ont tous des noms différents, dont certains des noms à connotation plus ou moins spirituelle, etc. Donc voilà, ça montre que on peut aussi arriver à développer des mondes incroyablement magiques, on dirait, un peu à la Lewis Carroll d'une certaine façon, quoi. Et donc voilà, alors on appelle ça aussi les Asperger, les enfants des étoiles. Parce qu'on dit que ces enfants-là, ils rentrent en résonance avec des dimensions vibratoires parallèles, c'est-à-dire qu'ils sont intimement connectés à des êtres venus d'autres planètes, selon certains personnages, n'est-ce pas, qui entrent en communication avec les extraterrestres, si vous voyez qui je veux dire. Donc bon, ça c'est une approche un peu plus fantaisiste, mais bon, il est vrai que bon, il y a des questions qui se posent, qu'ils sont peut-être pas en contact avec les étoiles, mais peut-être plus interrogés, ils ont un ressenti par rapport aux étoiles qui leur parlent plus que certains individus, quoi. Il y a Robert qui pose la question sur le chat et qui dit, est-ce que la couleur indigo, ce serait pas le chakra couronne? Alors oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est lié au spirituel, donc au côté divin, en fait. Tout à fait. Donc on disait d'ailleurs que ces gens-là souvent étaient
ils étaient perchés, on disait aussi. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils étaient par rapport au divin, quoi, par rapport à nous, très éloignés de nos contingences. Hmm. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont tous réagi. Ils ont tous dit c'est Elon Musk. Oui, C'est pour ça que je faisais exprès de poser la question pour voir qui dirait le mot. Ah bah, ils ont tous On l'a vu réagi. passer d'ailleurs, je sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder un peu Notre-Dame tout à l'heure. C'est le seul milliardaire sur la planète de ce. Non, il y avait les deux Français aussi, qui a été invité quand même, hein. Ah ouais, quand Et même. Ouais, je il a savais fait une pas. entrée. Waouh, c'était le seul, il a fait des photos. Enfin, c'était incroyable, quoi. Donc, il y a une corrélation. Donc, le fait que justement, on est tous médiums. Il y a Eh ben surtout voilà, ouais, certains en types. fait, donc on appelle ça aussi des enfants de cristal. Sommes-nous des enfants de cristal Hmm. par rapport au Hmm. côté précieux du diamant, n'est-ce pas? Du cristal, du diamant. Donc voilà, donc en fait, nos capacités à ressentir les choses et à établir un lien par rapport au spirituel, ça intéresse beaucoup de gens en fait. D'ailleurs, il faut savoir, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais eu des approches, alors j'ai joué aux idiots dans ces cas-là, par certaines contingences maçonniques qui recherchent beaucoup ce genre de personnes qui ont des capacités de prédiction et autres. Vous vous rappelez que Mitterrand était allé voir une certaine médium pour se faire prédire les choses, ou du moins lui donner des grandes tendances. Alors, elle, c'était grâce aux astres. Mais voilà, et chez les francs-maçons, ils cherchent beaucoup des gens qui ont des capacités, hein. Si C'était. ça vous intéresse d'en faire commerce, moi j'ai jamais voulu rentrer dans ces trucs-là parce que dans ma famille, bon, de par notre descendance, on est lié au pouvoir et c'est pas les meilleurs endroits, croyez-moi. Gardez vos libertés. C'était pas Elisabeth Tessier, Voilà, tout à fait. Ouais. Ah l'astrologue, oui. oui, c'est ça. Oui, voilà, de nom, ça me parlait, oui. Hmm. Ouais. Et donc voilà. Donc il y a des possibilités aussi donc de rentrer de façon par la grande porte, je dirais, pour tous ceux qui sont médiums, qui ont des aptitudes à ressentir, à pressentir et à voir les choses, quoi. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc pour conclure, ma question, sommes-nous tous des médiums? Moi, je pense que oui. Ouais, je pense aussi. Voilà, voilà. Donc rendez-vous au château de Fougeray la prochaine fois. Bah, justement, Oui. j'ai changé sur le chat avec mon nouveau travail bientôt. Je vais pouvoir avoir beaucoup plus de vacances et je pense vraiment qu'on va faire quelque chose pour Halloween 2025 D'accord, au château de ça marche. Fougeray. Je vais voir de mon côté comment goupiller la chose, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir la radio en direct là-bas. Et je crois que Véronique avait écouté, tu l'avais eu Oui, sur sur, ta radio, hein, elle sur était passée Arcadie. d'ailleurs. Non, c'était sur Arcadie que je l'avais eu, pas Ah, sur. sur Arcadie. Ouais. Oui. Mm. Mais Michael l'a eu, elle, sur le Lotus. Ah, d'accord. Elle a sorti, pareil, un oracle, je crois, de mémoire, Ah, d'accord. D'accord. sur Fougeray, justement. Donc, ce serait l'occasion aussi de l'inviter. Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, je peux vous dire, il y a du monde en perspective pour 2025. Ça va Oui. pulser. Des petits tips autour justement de la médiumnité. Est-ce que vous avez eu donc des... Alors tout à l'heure, notre très cher Steph, tu nous as expliqué un petit peu ton expérience autour de ce sujet-là, quand tu as eu cette expérience de voir pour la toute première fois un défunt. Voilà. Mais est-ce que tu as vécu d'autres choses aussi troublantes qui peuvent être en relation avec la médiumnité, justement? Alors, il y avait une chose qui, l'horrible histoire de ma copine, n'est-ce pas, à qui j'avais touché le poignet et que j'avais dit non, non, n'y va pas. Elle voulait faire une plongée de nuit et tout avec son club. Oh, je veux le faire cette plongée de nuit et tout. Et puis je lui touche le poignet et je dis oh, quand même. Et puis je dis, elle me dit quoi? Et je dis bah l'Arquin, c'est dangereux et tout. Moi non et tout. Et donc ils ont fait la plongée. Ils étaient à 35 dans le port de Saint-Raphaël. Et donc, j'étais tous contents, ils s'amusaient comme des foufous. Et puis, donc, à un moment donné, ils remontent tous, donc signal de remontée. Et puis, ma copine Marie-Pierre n'y était pas. Et donc, merde, il n'y a pas Marie-Pierre, où elle est. Alors, ils s'interrogent, alors ils préviennent la capitainerie, ils allument les lumières, ils cherchent un peu partout. Et puis, ils aperçoivent quelqu'un au fond. Et alors, ils se disent, oh flûte, elle a dû avoir un accident de plongée. Donc, il y a des plongeurs qui y vont pour aller la chercher. Et ils la remontent. Et quand ils l'ont remontée, un gros problème, elle avait plus de tête. Oh, Et donc, c'était un requin. Oh,
Et moi, j'y avais touché le poignet, j'avais vu ce requin et je pensais pas que c'était en lien. Sinon, j'aurais vraiment insisté pour qu'elle n'y aille pas. Donc ça, c'est une preuve manifeste de mes capacités. Et il y avait une autre chose aussi que j'avais fait. J'avais sympathisé avec quelqu'un avec qui j'avais pas mal discuté et puis j'avais perdu de vue. Et puis je fais une séance médiumnique dans mon entité avec tableau, grande cérémonie et tout. Et puis je demande à ce que la personne reprenne contact avec moi. Moins d'une semaine après, je reçois un mail d'une personne que je n'avais pas contactée depuis 30 ans, dont la personne en question, qui me disait « Oh, ça serait bien qu'on se revoie depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. » Alors je suis resté cloué. Quand j'ai lu le mail, j'ai dit « Non, c'est pas possible. » Et en fait, ma séance avait été positive, quoi. La reliance, quoi. Voilà. Ouais. Reliance de je sais pas, mémoriel ou autre, je sais pas. Donc c'est quand même incroyable. Alors je suis convaincu, parce que vous savez, quand on dort, notre esprit se déconnecte et bon, on sait pas trop ce qui se passe, mais je suis convaincu qu'on entre tous en contact spirituel dans une espèce de grosse aura, puisqu'on sait que la planète fonctionne comme un cerveau humain, la planète Terre, avec ce principe électromagnétique. Elle fonctionne avec de l'hydrogène, qui est source de vie. L'hydrogène, ça sert aux humains à respirer, aux poissons, aux plantes. C'est une énergie. Hein. L'hydrogène, quand on le transforme, ça devient de l'essence. Donc, tout simplement, est-ce qu'on rentrerait pas en contact? Alors, ils se posent de plus en plus la question, les physiciens. Il y a Michio Kaku, là, le japonais qui a le QI le plus important de la planète. C'est celui c'est un physicien, astrophysicien, qui a un QI incroyable, quoi. Je sais plus, c'est près de 200, c'est quelque chose de phénoménal. Et en fait, il se pose la question de savoir, est-ce qu'on rentrerait pas tous dans une espèce de vortex où on échangerait nos esprits, nos idées, etc., où on chercherait des concepts. Et est-ce que ce concept-là, enfin, ce vortex, ne serait pas la planète Terre qui concentrerait tout un tas de pensées humaines avec le principe des photons et tout? Parce que vous savez qu'on a découvert la fameuse particule de Dieu qui relierait les atomes avec le fameux accélérateur de particules de Grenoble. Quand je vous dis que la chronique de Steph est dingue. Ouais, Voilà. complètement. Voilà, donc nos esprits, en fait, sont peut-être liés à ça, tout simplement. Et ce qui fait que il y a des choses à faire. Donc, allez-y, foncez, soyez tous vos propres expérimentateurs, comme l'a été Stéphane Alix pour son expérience avec son père qui devait le contacter après la mort. Ou le test. Le fameux test. Ou Natacha Kelestrémé qui fait c'est sa femme, qui fait des documentaires là-dessus. Donc, il y a des tas de choses à faire. Donc, allez-y, foncez. De toute façon, vous ne serez jamais mangé par la matière immatérielle. Donc, il y a pas de danger. Il faut tout simplement, il faut éviter de s'auto-envoûter parce qu'il faut savoir qu'on peut s'auto-envoûter. Voilà. Et comme me disait un curé que je connaissais, c'était 3 patères et 2 AV, et tu recommences jusqu'à ce que ça marche. C'était la formule avant. Ça, c'est un bon conseil. Ah, c'était génial. Et je te jure que ça marche. Hein. Quand tu t'auto-emboutes, tu fais ça et tu arrives à te désembouter, en fait. Parce qu'il y a la fameuse Anne-Lise Michel, que vous connaissez tous, qui a inspiré le film Exorciste, hein, l'allemande, là. Qui s'était en fait finalement auto-emboutée à la fin. Elle avait développé un nombre de pathologies pas possible. Et tout le monde croyait qu'il était hanté par le diable. Voilà. Et la pauvre fille, en fait, s'était auto-emboutée, entre autres à cause de la famille qui était très pratiquante, familialement très pratiquante, et qui l'avait nécessairement probablement programmé. Il y a un super livre à lire de sa biographie, Anne-Lise Michel. Voilà, si vous voulez avoir les références, vous m'écrivez, je vous enverrai les références du livre. Voilà. Eh bien, merci mon très cher Steph pour cette chronique des plus enchanteresses. Eh bien, avec plaisir. Un grand merci à toi Midnight également pour cette superbe soirée, à découvrir ton parcours, ton univers. Donc les amis, vraiment n'hésitez pas, comme on le disait tout à l'heure, achetez le livre, Spiritualité, non pas spiritualité, Cartomancie Spirit de tout à Midnight fait. Et cette émission sera en rediffusion donc la semaine prochaine, mercredi, jeudi et vendredi soir prochain,
entre 21h et 23h. Et vous savez, régulièrement, il y a des rediffusions tout au long de la semaine de nos anciennes émissions, notamment Les Murmures de l'étrange. Donc, Sofiane, par exemple, la semaine prochaine, je vais remettre de nouveau Romain Clément. Comme ça, tu pourras découvrir, parce qu'il n'était pas à l'écoute, sur l'émission autour des rêves lucides. Parce que Sofiane a posé des questions sur les rêves lucides. Je ne sais pas si vous avez vu. Il voulait savoir si c'était la même chose que les... Je ne sais plus quoi. Si les rêves lucides, c'était la même chose que... Les voyages astraux, non? Oui, voilà, c'est ça. Bien. Ah oui. Ça, c'est la grande question qui... Ouais. Je crois que, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a des gens qui disent que c'est une forme de voyage astral, le rêve lucide. Oui. Ouais. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est deux choses complètement différentes. C'est vrai. Mais honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais tendance à dire que le rêve lucide, c'est quand même vraiment un rêve lucide. Et un voyage astral, c'est vraiment un voyage astral. Mais après, bon, ça n'engage que moi. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de consensus. Dans le voyage astral, il y a un décollage, quoi. On sent vraiment qu'on sort du corps. Oui, c'est quelque chose qu'on contrôle le décollage, comme tu dis, c'est très bien dit. Et par contre, le rêve lucide, on décide de tout, quoi. C'est Voilà. tout l'intérêt du rêve lucide. C'est ça, on contrôle tout. Alors qu'un voyage astral, on contrôle une partie, on va dire. Voilà. Puis surtout, le voyage astral, ça peut être... c'est beaucoup plus dangereux, alors qu'il n'y a aucun danger à faire un rêve lucide. C'est la réintégration qui est plus dure. D'ailleurs, j'ai failli une fois avoir un problème pour revenir. Ouais. Alors c'est merveilleux qu'on parle de ça parce qu'on voit Ekaya sur le chat qui nous dit qu'elle fait beaucoup de rêves lucides. Ekaya, il faut que tu écoutes l'émission de Romain alors. Parce que c'est passionnant ce qu'il nous raconte. Tu te souviens, Steph ? Ouais. Et effectivement, c'est pas la même chose. Il le développe en expliquant ce qu'est un rêve lucide et ce qu'est un voyage astral. Et c'est pas la même chose du tout. Ouais, il a beaucoup de vidéos sur YouTube à propos de ça d'ailleurs. Romain. Oui, parce qu'en plus, on en profite pour faire de la publicité pour Romain, parce que c'est le cofondateur. Ils sont des triplés, 3 garçons. Ils ont créé Gaïa Méditation, en fait. C'est eux, c'est les créateurs de Gaïa Méditation. Et ils font des trucs de malade autour de la méditation, sur la toile notamment. Ils ont écrit plein de bouquins. Et nous, on a reçu l'un des triplés, en fait, donc Romain Clément, en octobre, pour parler justement des rêves lucides et tout ça. Donc notez bien la semaine prochaine, alors je ne sais pas encore quel jour, je mettrai la rediffusion, mais aussi ne ratez pas la rediffusion avec Midnight ce soir. Et oui. Et puis Romain a son frère qui passe chez Bob aussi. Ah, bah tu vois, je ne savais pas. Ah, tu savais pas? Ah ben si, comment il s'appelle son pseudo? Ah, j'ai oublié. Ben, il a fait des tas de documentaires sur... mais j'en parlerai la prochaine fois, tiens. Eh ben super, prochain rendez-vous. Ah oui, prochain rendez-vous les amis. Alors, on se retrouve en janvier, bien sûr, le premier vendredi du mois de janvier. Attention, c'est plus le samedi, c'est le vendredi maintenant. Parce que le samedi, ça va être spécial Demoiselle étrange le samedi soir. Donc nous, on sera en direct le vendredi soir. Et donc, on se retrouve le 3 janvier. Alors, j'attends encore officiellement la validation. Mais normalement, on devrait avoir un monsieur qui a fait des expériences de EMI. Donc, des expériences de mort imminente. Ouais. C'est ça, les murmures de l'étrange. On est vraiment dans l'orientation de tout ce qui peut être paranormal, spirituel, spiritisme, spiritualisme. Hein. Et oui, maintenant. Et oui, on va aussi décortiquer l'Écosse, vous allez voir, en 2025, mais je n'en dis pas plus. Ce sont des surprises. Je vous fais plein de gros bisous, les garçons. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Merci à vous deux, en tout cas. Et merci à vous tous. C'était un vrai plaisir. Et belle soirée aux enchanteurs. On se dit à demain matin pour le réveil des enchanteurs. Soyez au rendez-vous, il y aura le Père Noël en direct avec nous demain. Waouh, génial. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Oh. Notamment, mon très cher Steph. Ce n'est pas Steph, je vous le dis d'avance. C'est la voix du Père Noël, attention. Donc, gros bisous les garçons, gros bisous les enchanteurs. Et bisous à vous. À demain. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.